C'est ça une stratégie pour moi, c'est de me dire est-ce que je suis fidèle au rêve que j'avais quand j'avais 20 ans? Qu'est-ce que je fais pour m'approcher de ce rêve? L'idée, c'est plutôt de développer à l'intérieur de soi des idées qui portent des fruits au très long terme et qui ne relèvent pas de l'auto-exploitation de soi. Salut Olivier. Salut David. Dis-moi... C'est bien David. Parce que je sais que tu as 2 prénoms. Effectivement. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Est-ce que tu as une petite routine matinale qui te permet de te sentir bien et au maximum de ton énergie? Alors ce matin, tu as bouleversé ma routine matinale puisque tu m'as fait lever... aux aurores? Non, pas aux aurores, mais tu m'as fait partir à un endroit différent d'où je vais d'habitude. Souvent le matin, j'accompagne mon fils à l'école. Et donc ma routine est décidée plutôt par la sienne. Et à quelle heure je me suis couché la veille, si j'avais un papier à rendre ou pas, tu vois, voilà. Après, au fond, j'ai pas de routine, mais j'en ai une, en tout cas mentale. C'est j'essaye de me réveiller avec un projet, avec un désir. Et voilà. Et si j'arrive à me réveiller assez tôt pour profiter encore quelques minutes de ce moment où on n'est pas encore dans l'action, j'essaye de sentir dans quel état je suis, s'il y a des douleurs ou pas quelque part, si je me sens bien, voilà, tu vois, je rassemble mes énergies. Ça veut dire quoi se réveiller avec un projet? Se réveiller avec un projet, c'est-à-dire se coucher à quelque chose qui n'est pas terminé et avoir, tu vois, je sais pas, les militaires ils distinguent la tactique et la stratégie. La tactique, c'est quand tu connais, quand tu as un but à atteindre, tu te demandes comment tu vas faire. Et la stratégie, c'est tu te demandes ce que tu vas faire. Et avoir un projet, c'est avoir une stratégie, c'est-à-dire essayer de pas être pris dans le... Parce que si tu te laisses faire, en fait, tu es toujours en réaction. Tu passes ton temps à réagir à des sollicitations, à des demandes, à des buts qu'on te propose de l'extérieur ou à des obligations, parce qu'on en a tous de plus en plus. Et c'est normal et c'est bien. Mais avoir une stratégie, c'est se demander si on a encore un rêve. Tu vois, parce que quand on a 20 ans, on a des rêves. Moi, j'ai un peu plus. Donc, c'est ça une stratégie pour moi. C'est de me dire, est-ce que je suis fidèle au rêve que j'avais quand j'avais 20 ans? Qu'est-ce que je fais pour m'approcher de ce rêve? Et aujourd'hui, là, tout de suite, même maintenant, en venant te voir, tu vois, parce que j'ai choisi de venir te voir, parce que je trouvais intéressant ce que tu faisais, de ne pas perdre son temps et d'essayer de, tous les jours, on peut avoir plusieurs rêves, tu vois, d'essayer de nourrir ce rêve un petit peu plus chaque jour. Tu vois, je sais pas, moi, je rêve de faire un film, donc tous les jours, j'essaye d'apprendre un plan, une manière nouvelle de mettre une caméra, tu vois, d'apprendre quelque chose de nouveau, voilà. Non pas de se remplir, hein, parce que c'est pas l'idée, mais t'as parfaitement raison, Olivier. On a toujours, enfin moi en tout cas, j'ai eu l'impression d'être souvent en réaction aux sollicitations extérieures, tu vois, et puis pris par la marche de la vie, par cette espèce de tourbillon, sans avoir vraiment le contrôle de mon destin, de ce que j'étais en train de faire, sans vraiment avoir la conscience de mes actions, simplement parce que je traversais mon quotidien à toute vitesse en répondant sans cesse à des problématiques extérieures. Et une façon qui a changé un petit peu ma vie, ma perception des choses et de ma marche, la marche que je voulais insuffler, la façon dont je suis passé en fait sur la vague pour la surfer plutôt qu'être en dessous et simplement le pantin des courants, eh bien ça a été d'implémenter des revues journalières, des revues hebdomadaires, des revues mensuelles, où j'observe justement comment est-ce que je dédie mon énergie. Quelles sont les tâches qui me donnent de l'énergie d'ailleurs, et quelles sont celles qui me drainent de l'énergie. Quelles sont les personnes dans ma vie qui me donnent de l'énergie et lesquelles m'en coûtent. Et en fait, comme ça, petit à petit, eh bien, j'ai pu construire un monde qui me ressemble. D'ailleurs, parfois, quand on s'intéresse au développement personnel, on a l'impression qu'on doit se corriger, qu'on doit se réparer pour se conformer à une forme de société. Eh bien, j'ai la sensation que l'aboutissement de mon développement personnel, même si c'est quelque chose qui est perpétuel, ça a été plutôt de comprendre que j'ai ma personnalité, que c'est tout à fait OK d'avoir cette personnalité et que si je ressens une forme de tension, c'est simplement parce que le monde, mon environnement, est pas cohérent avec la personne que je suis. Et cette observation, ces revues journalières, hebdomadaires, mensuelles que je peux faire, m'ont aidé à construire un monde qui correspond à mes zones de génie, qui correspond à mes rêves, à mes projets, aux personnes avec qui j'ai envie d'interagir, des gens qui m'inspirent, qui me font grandir, plutôt que des personnes qui me tirent vers le bas. Et en fait, ça, c'est extrêmement simple. C'est simplement peut-être prendre 5 minutes en fin de journée pour regarder la façon dont s'est dépensée ton énergie au fur et à mesure du temps. Et tu me disais avant qu'on démarre l'enregistrement que, parce que là, tu parlais de ton projet de film,
que tu avais mis 20 ans à trouver ce qui était naturel pour toi. Donc, au final, à trouver peut-être ce qui était ton alignement et ta zone de génie. Tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Moi, disons que je fais un métier très particulier qui est un mélange d'enseignement, ce qui m'arrive d'enseigner, mais j'ai pas de poste fixe, mais je fais des conférences dont je suis libre du contenu, plus ou moins. Voilà. Après, il m'arrive de travailler sur des choses qu'on me propose, mais j'ai un principe de nouveauté, c'est-à-dire que j'essaye de pas me répéter et j'essaye que ce qu'on me propose corresponde à ce qui m'intéresse. Et parfois, ce qu'on me propose, je le connais pas, donc ça m'intéresse. Donc j'essaye au moins tout une fois. Après, si ça me convient pas, je change. Donc c'est un principe de nouveauté, de variété, et en même temps de persistance. C'est-à-dire que je sais pas, moi, mon grand-père c'était un paysan. J'ai pas grandi dans une ferme du tout, mais je me dis que on est quand même dans un monde où les gens vont un peu trop vite pour développer des choses. Tu parles de développement personnel. Dans l'absolu, j'ai rien contre. Moi, j'ai même commencé par lire beaucoup de développement personnel. J'habite aux États-Unis, donc j'ai lu des types assez marrants d'ailleurs, tu vois, qui reprennent Descartes et qui le mettent à leur sauce. Mais au fond, Descartes, on peut le remettre à sa sauce. Il y a aucun problème avec ça. Mais le vrai développement, en fait, il prend du temps. Tu vois, j'irais croissance ou maturation ou même, tu vois, mûrir. Dans l'idée de mûrir, il y a l'idée qu'il y a des saisons aussi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de répétition. Il faut respecter le sol pour pas l'épuiser. Donc, faut pas s'épuiser soi-même. Et en venant de voir, tu vois, je me disais, c'est intéressant cette histoire de développement personnel. Parce que le livre pour lequel tu m'invites, il ressemble, mais n'en est pas vraiment. L'idée, c'est plutôt de développer à l'intérieur de soi des idées qui portent des fruits au très long terme et qui ne relèvent pas de l'auto-exploitation de soi. Tu vois, si je regarde autour de moi, beaucoup de gens, même de camarades, tu vois, de gens qui sont dans l'écriture, qui font des films ou qui font des livres ou qui sont dans le faire, on est tous en train de faire quelque chose. Cherchent à exploiter leur propre marque. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, même chez des jeunes gens, tu vois, qui veulent arriver très vite à un sommet parce qu'ils ont une ambition. Mais leur ambition est plus sur le résultat, social ou monétaire ou matériel que sur les résultats d'eux-mêmes. C'est-à-dire quel genre d'être ils vont produire. Moi, c'est ça qui m'intéresse, tu vois. Et j'ai un modèle, c'est Ulysse. Ulysse, plus il vieillit, plus il devient fort. Ça veut pas dire qu'il devient plus fort physiquement, même si physiquement il est encore fort à la fin, parce que si tu te souviens, quand il rentre à Ithaque, il tue tous les prétendants, parce qu'il c'est le seul à pouvoir utiliser son arc. Et je dis ça, c'est un bon modèle. Tu vois, c'est quelqu'un qui est capable à la fois de ruse, la métisse, comme ils disent les Grecs, c'est-à-dire en fait, la ruse c'est quoi? C'est l'intelligence, mais pas qui s'impose. C'est l'intelligence de s'adapter à une situation, de l'observer, de déduire de la situation ce que tu peux y faire en trouvant des raccourcis. Alors les raccourcis, c'est pas les hacks comme on dit aujourd'hui. Tu vois, c'est pas l'idée d'échapper à un effort inutile. C'est l'idée que certains efforts sont inutiles. C'est un peu différent. C'est de trouver une voie plus directe, une voie plus claire, une voie plus simple. Ça demande d'avoir beaucoup de clarté d'esprit, du sang-froid. Donc c'est à la fois intellectuel et physique. Ça veut dire que dans une situation, tu dois pouvoir anticiper quelque chose. Est-ce qu'il y a un danger? Donc ça suppose une forme d'attention, une forme de présence. Je sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais donc je pense que ça prend beaucoup de temps en fait d'arriver à être présent, d'arriver à être à la fois intellectuellement disponible et physiquement suffisamment apte pour pas être détruit trop vite par le monde, parce qu'il y a ça aussi, hein, tu vois, sur l'effort physique par exemple. C'est quoi être en bonne santé? C'est quoi être en forme? Moi, j'ai repris il n'y a pas très longtemps une activité physique que j'avais trouvée trop dure vers 30 ans. J'avais arrêté le karaté. Et là, je l'ai repris. Alors que j'étais passé par du tai chi, j'étais passé par du kung fu, j'avais essayé plein d'autres choses. À un moment, je me suis dit, bon, j'aimerais bien finir ce que j'ai commencé quand même. Donc, je me suis remis au karaté, mais en cherchant un club qui me convenait. Donc, pas brutal, quelque chose de plus souple, tu vois, bon. Et je me dis, au fond, le but d'une activité physique, c'est pas simplement d'être capable d'avoir un corps dur, c'est d'avoir aussi un corps souple, et c'est pas simplement d'avoir un corps, en fait, c'est que ça s'intègre dans ce que je te disais, la stratégie de tout à l'heure, c'est-à-dire dans un rythme, dans quelque chose de plus large. Et dans ce rythme, parfois tu es du côté du corps, parfois tu es du côté de l'esprit, parfois magiquement tu ressens la connexion des deux. Et
Et quand tu travailles, moi j'ai un travail où je passe beaucoup de temps assis, hélas, tu vois. Mais bon, je me lève, j'ai appris à travailler en marchant, à travailler en parlant avec quelqu'un. Coécrire, c'est aussi passer du temps dehors. Bon. Donc en fait, si je résume ce que je suis en train de te dire, je pense qu'il faut beaucoup de temps pour se débarrasser de ce qu'on a cru utile. Et voilà, et pour se débarrasser aussi des injonctions sociales, même si on doit tous gagner notre vie, tu vois, c'est aussi simple que ça, ou remplir des obligations. Ce qui est le plus difficile à faire, c'est de se débarrasser de ce qu'on trouve au fond inutile. Ça prend beaucoup de temps. Quand tu parlais des gens qui te prennent de l'énergie et de ceux qui t'en donnent, y a des gens que tu es obligé de voir et qui te prennent de l'énergie. Faut arriver à limiter, la casse, quoi, à limiter l'impact qu'ils ont sur toi. Et ça peut être grâce à un agenda, un emploi du temps un peu strict au bon sens du terme, c'est-à-dire où tu te réserves, tu sais que c'est important pour toi c'est d'aller courir. Pour moi, c'est de faire de l'apnée. Pour quelqu'un, c'est d'aller nager. Pour quelqu'un, c'est de lire un livre. Tu vois, à un moment, c'est juste d'avoir une bonne position entre ton corps et ton esprit et de se dire que ce temps-là, tu ne le sens pas passer. Il t'appartient ou tu lui appartiens. Il y a quelque chose de l'ordre d'une bulle, mais c'est une bulle de vie. C'est une bulle de temps, une bulle de durée. Et il faut beaucoup de temps, en fait, pour arriver à ce que dans ta journée d'aujourd'hui, cette bulle-là ait le plus d'espace et de temps possible. Voilà, à réduire la partie esclave de ta vie au minimum. Et voilà, après, ça dépend vraiment de chacun. Donc, faut pas avoir de modèle non plus physique. Il y a des gens dont le corps n'est pas capable, par exemple. Ça veut pas dire que leur esprit ne l'est pas. Tu vois, faut respecter aussi le plaisir de l'imagination. D'ailleurs, les gens qui font beaucoup de sport, souvent, c'est parce qu'ils ont une imagination très forte. Ils ont beaucoup de plaisir à imaginer leur corps en train de faire quelque chose d'exceptionnel. C'est amusant parce que d'une certaine façon, précisément pour trouver de la liberté dans ces journées, tu parlais de cet emploi du temps qui peut être très strict. Moi, je trouve qu'avec des journées très organisées, ça me permet précisément d'avoir de réduire ma charge mentale et puis aussi de savoir que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire dans cette logique de cycle et d'équilibre dont tu parles. Et paradoxalement, ça me donne beaucoup de liberté, en fait. Donc, de ces contraintes, en réalité, je me sens beaucoup plus libre. Et donc, dans ces journées, tu vois, tu parlais de lire un livre, d'aller marcher, etc. Je trouve qu'on a tendance à opposer parfois les concepts les uns aux autres et à penser que l'un se soustrait à l'autre. Que si je passe du temps à lire, par exemple, je suis entrepreneur. Et à un moment, je ressentais beaucoup de frustration de ne pas avoir suffisamment de temps pour explorer tous les sujets qui m'intéressent. Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, de ne pas avoir plus de temps pour lire, plus de temps pour faire plus de sport. Il y avait plein de choses que, voilà, j'avais pas le temps de faire. Et donc, je me sentais frustré. Et pour autant, quand je m'accordais ce temps-là, je culpabilisais. Je culpabilisais de ne pas être en train de travailler pour ma boîte. Donc, au final, que ce soit d'un côté ou de l'autre, je ressentais de la tension. Jusqu'à comprendre qu'en réalité, tout ça, c'est des systèmes autocatalytiques. Le temps que je passe à lire ou le temps que je passe à aller marcher dehors ou aller faire du sport, c'est pas du temps de détente, c'est du temps qui nourrit ma régénérescence intellectuelle, personnelle, qui me donne de nouvelles idées, qui me permet d'être un meilleur entrepreneur, d'avoir l'esprit plus clair, de prendre de meilleures décisions, d'être plus créatif, d'imaginer de nouveaux concepts, de nouveaux produits, et inversement. Et donc, au final, tout ça se nourrit, et j'essaie de voir ma vie beaucoup plus comme un puzzle, tu vois, où chaque pièce s'additionne les unes aux autres, plutôt qu'elle ne se soustrait. Et d'ailleurs, tu disais que de par ton métier, tu étais très sédentaire et beaucoup trop assis. Aujourd'hui, on a quand même de la chance, grâce à la technologie, de pouvoir capturer très facilement des idées. Et moi, il y a un hack, j'aime bien le mot de hack malgré tout, que j'ai découvert et qui est extrêmement porteur de sens, qui consiste simplement en le fait d'aller marcher. J'appelle ça des marches créatives parce que je me nourris d'énormément de choses. D'informations. En plus, aujourd'hui, on a des vies qui sont, et puis moi qui ai une tendance à être un peu hyperactif, qui sont extrêmement remplies, tu vois. Et donc, il y a les livres que je lis, il y a les podcasts que j'écoute, il y a les conversations que j'ai avec d'autres gens, il y a mon travail, il y a ma famille, etc. Et donc, au final, je remplis. Et toutes ces informations-là, elles ont besoin d'être mises en perspective. Et donc, lorsque je vais marcher, sans écouteurs, sans téléphone, eh bien, c'est comme si mon cerveau arrivait à métaboliser toute cette somme d'informations. Un peu comme ton système digestif, quand tu manges de la nourriture, il se contente pas de l'ingérer. Il faut aussi qu'il la découpe
en petits morceaux, etc., qui puisse l'ingérer et puis après utiliser cette énergie pour ces différents processus, utiliser les protéines pour construire de nouvelles cellules, etc. Et donc, en réalité, pendant que je marche, eh bien, il y a le même processus de métabolisation qui se fait. Mon cerveau met en perspective les différentes choses qu'il a engrammées, les met en lien et crée et génère de nouvelles idées. Et à chaque fois, je reviens. Et en fait, aujourd'hui, je considère ça comme du temps de travail, tu vois. Alors qu'en réalité, je suis en train de marcher, mais je considère ça comme du temps de travail parce que c'est là où j'ai les meilleures idées, c'est là où je prends les meilleures décisions. Et donc, et voilà, tu vois, on a vraiment cette expression de l'addition plutôt que de la soustraction. Comment ne pas tomber malade en hiver? 3 hacks puissants. 1. Optimiser ta consommation de zinc avec des aliments comme les abats et les huîtres. 2. Nettoyer tous les matins ta muqueuse nasale avec un outil comme le Rhino Horn et une solution saline. 3. Te supplémenter en vitamine D et en biotique immunité d'Unae qui associe les bêta-glucanes avec un postbiotique pour stimuler ton système immunitaire. Comme toujours, tu bénéficies de 10% de réduction avec le code LIMITLESS. Alors que d'autres auraient pu penser, ou mon ancien moi aurait pu penser que aller marcher 1 heure, c'était du temps perdu et un luxe que je pouvais pas m'accorder. Et tu mentionnais aussi cette notion d'abandon de soi pour être pleinement présent et ne pas être focalisé par l'objectif. Il y a un préparateur mental qui s'appelle Pierre David qui accompagne des athlètes professionnels, notamment des athlètes olympiques, et qui travaille sur la dépolarisation. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a toujours tendance à polariser tout ce qu'on fait, et notamment le résultat de nos actions. Et en substance, quelqu'un qui s'entraîne, par exemple, pour les Jeux Olympiques, il va focaliser son expression de lui-même, sa fierté, le fait de réussir, etc., sur cette journée, sur ce moment-là. Tu vois. Et donc, cette pression qui se met de « si je réussis pas, ma vie est finie », eh bien, paradoxalement, l'empêche d'être pleinement présent à ce qu'il va faire le jour de la compétition et à donner le meilleur de lui-même. Et donc, ce qu'il fait avec la dépolarisation, c'est qu'il propose un exercice qui est de trouver 50 avantages à échouer, 50 avantages à échouer et 50 inconvénients à réussir. Et donc là, il y a 2 choses qui se passent lorsque l'athlète fait ça. La première, c'est que ça lui permet d'avoir une vision beaucoup plus globale de l'acte et de son projet. Et donc, si malgré tout, il a envie de s'engager dedans, eh bien, il est pleinement engagé parce qu'il sait que c'est quelque chose qui est profondément aligné avec lui-même. Et l'autre chose que ça fait, c'est que ça lui permet aussi de relativiser, de diminuer cette pression parce qu'en fait, il s'aperçoit que, peut-être que s'il échoue, ça lui permettra de passer justement plus de temps à lire un livre, à aller conduire son fils à l'école comme tu le fais chaque matin, etc. Et donc, il y a plein de choses qu'il est obligé de sacrifier dans sa quête de performance, dans sa quête d'excellence, qui, certes, répondent à sa notion de sens et à ce qu'il revendique être aux yeux de la société, mais qui, d'un autre côté, nécessitent forcément de mettre sous silence un tas d'autres de ses envies. Oui, c'est vrai, tu as raison. Après, la logique de l'hyper-performance et de la spécialisation même du corps dans un geste. J'ai lu un livre, je ne sais plus le titre, mais bon, ça se retrouve, sur le mental des champions et sur surtout leur forme morale. Et on s'est aperçu que ceux qui aimaient le sport qu'ils faisaient étaient à l'abri de la dépression quand ils rataient, quand ils échouaient, parce que ce qu'ils aimaient, c'était le processus. Ce qu'ils aimaient, c'était vraiment l'acte lui-même qu'ils étaient en train de faire, indépendamment du résultat. Et par contre, ceux qui étaient excellents dans un sport qu'ils n'aimaient pas, parce que ça arrive, et qui avaient choisi de se spécialiser dans ce sport dans l'espoir d'une réussite, d'une performance, eux, ils étaient très sensibles à l'échec et ça les détruisait. Donc, pour revenir sur la question de la marche, parce que ça me faisait penser, tu sais, moi j'ai une formation philosophique, mais c'est pas que c'est une déformation, parce que dedans, ça m'a beaucoup nourri. Donc, il y a des choses que j'aime beaucoup, et puisqu'on est là pour partager des hacks ou des images, en tout cas des métaphores inspirantes. C'est Nietzsche qui parle de la marche. Il dit il fait une distinction pour lui entre les philosophes qui passent leur vie à penser assis et ceux qui trouvent des idées en marchant. Et il dit que ceux qui pensent assis ont des pensées au cul de plomb, tu vois. Ils sont lourds, quoi. Ils sont pas, voilà, ils sont empâtés. Le manque d'énergie de leur posture, finalement, physique, se ressent dans ce qu'ils trouvent. Et ils ont des pensées lourdes. Et donc lui faisait l'éloge de la marche, c'est comme ça qu'on a des idées plus légères, parce qu'en fait on est en mouvement. Et en même temps, il avait une autre image
qui était celle de la vache. Et pour lui, en fait, la pensée, c'est une rumination. Et une pensée, finalement, c'est comme, tu vois, quand on est enfant, on apprend des poèmes par cœur. Et puis en vieillissant, finalement, il reste plus que ça. On se souvient d'un vers qu'on a appris il y a très longtemps et qu'on finit par comprendre un peu plus. Pourquoi ? Parce qu'il est disponible, parce qu'on l'a ruminé, en fait, sans le comprendre. Donc on a appris quelque chose par cœur qu'on ne comprenait pas. Je ne parle pas d'apprendre ses cours d'histoire par cœur, hein, s'il y a des profs qui t'obligent à faire ça. Mais non, un poème. Parce qu'un poème, dedans, c'est fait... c'est un concentré de sens, de beauté, qui n'est pas fait pour être accessible immédiatement, qui a besoin d'être travaillé, tu vois, comme le bois travaille. Tu disais, quand je marche, je travaille. Ben oui, tu travailles parce que tu fais rien. Et donc, ça travaille en toi. Et c'est comme le bois qui travaille, ou tu vois, il y a quelque chose qui se produit, qui est indépendant de ta volonté, mais qui tient au fait que tu as incarné. C'est beau d'avoir un corps, quand même. C'est exister, c'est une chance incroyable. Donc, juste en laissant faire la magie d'être vivant, il va se passer quelque chose, précisément parce que tu as abandonné tes petits buts, tu vois, et soudain, tu marches juste pour le plaisir de marcher. Tu marches de tel endroit à tel endroit. Tu dis, tiens, j'ai un rendez-vous, mais je vais y aller à pied, j'ai le temps. Et ce temps-là, soudain, il se passe quelque chose d'imprévisible. Et sur la marche, tu vois, il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'enfance. Tu parlais d'accompagner, enfin, on parle des obligations, tu vois, quand on a des enfants. Et soudain, si tu changes de mot, tu dépolarises pour le coup le terme d'obligation, c'est une chance en fait de regarder un enfant vivre, parce qu'en fait, il est en train de jouer par exemple. Donc toi, tu es en train de travailler. Moi, je travaille beaucoup chez moi, j'écris, tu vois, donc j'ai pas forcément un bureau séparé du moment où il y a mon enfant qui est là, ou alors il vient me voir. Et ça m'arrive de plus en plus souvent, mais parce que c'est pas mon premier enfant, tu vois, donc j'ai plus de 30 ans, donc c'est pas le moment où vraiment tu dors pas, etc. Et je me dis, mais quelle chance en fait de voir un enfant penser, tu vois, vivre, inventer quelque chose. Et le moment où il veut jouer avec toi, tu peux croire que c'est du temps perdu. Et puis si tu acceptes le jeu, en fait, le jeu c'est une proposition qui est pas juste instantanée, c'est une manière de voir le monde. Et tu peux remettre après toi du jeu dans ton travail. Tu peux t'interrompre pour quelque chose qui est plus important que ton travail, c'est ton enfant qui veut jouer avec toi. Il faut être présent, il faut pas être sur son téléphone, même si on l'a tous, on est tenté de faire autre chose en même temps. Et j'ai en fait les meilleurs maîtres zen qu'on a, c'est les enfants, quand on a la chance d'en avoir. Et si on n'a pas d'enfants, ou si on n'a pas la chance d'en avoir, ou qu'on n'en a plus, parce que ça arrive aussi. Alors c'est encore Nietzsche qui parle de ça. Je suis pas très nietzschéen, mais j'aime bien parce qu'il s'exprime un peu comme un poète, donc il y a des petites histoires à prendre. Il dit que dans la vie, on commence comme un chameau, ou un âne, quoi. On aime se charger de valeurs, de responsabilités. Il y a un moment où on sent quand même un désir de liberté, et on va balancer à terre ses charges, parfois de manière spectaculaire. On va devenir un lion, voilà. Mais le lion, une fois qu'il a tout détruit, ce qui l'entravait, en fait, il est disponible pour inventer. Mais le lion, il ne sait pas inventer, parce que le lion, c'est juste un révolté, quoi. Et à ce moment-là, il faut redevenir un enfant. Donc il dit, si vous regardez ce que c'est le développement idéal d'un être humain, c'est il commence comme un âne ou comme un chameau. Avec un peu de chance, il trouve l'énergie en lui d'être un lion, de se débarrasser de ce qui lui pèse. Et à la fin, si vraiment c'est un créateur, alors il va retrouver l'innocence d'un enfant et le plaisir en fait du jeu, d'inventer, de retrouver quelque chose de nouveau. Et c'est quelque chose que Michel Serres, c'est un philosophe que j'ai beaucoup aimé, enfin qui est mort maintenant, mais j'aime toujours beaucoup lire, et qui avait aussi cette définition de la naïveté. Il disait la naïveté, on dit que c'est un état d'enfance, que c'est une forme d'innocence excessive, parce qu'on va être victime du cynisme des autres, etc. Et il dit, mais je crois pas. Il dit, moi, je crois que la naïveté, c'est quelque chose qui se gagne. Et qu'à la fin d'une vie, si on arrive à être redevenu naïf, ou à être devenu naïf, alors on atteint cet état d'enfance créative, où on crée les choses pour le plaisir. Voilà. Donc si on arrive à cet état-là, bizarrement, je pense que ça donne plus de résultats, et qu'on est plus fort que ceux qui sont obsédés par un but, parce qu'on est tranquille, en fait, et qu'on est heureux déjà dans l'acte, dans ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et la vraie satisfaction, je trouve qu'elle est là. Et pour revenir plus généralement à ce qu'on se dit depuis le début de cet échange, je crois vraiment, tu vois, ce que j'ai mis très très longtemps à comprendre, parce que c'est pas enseigné en philosophie, c'est l'idée de rythme. Voilà. C'est vraiment une très belle idée.
Si tu regardes l'étymologie, le R, il y a RY, mais il y a même un H au départ. Ça vient du grec rein, qui veut dire couler. Donc ça donnait rhume, tu vois, parce que quand tu as un rhume, ton nez coule. Mais dans le rythme, il y a l'idée que quelque chose coule, que ça se passe bien. C'est comme une rivière. Et une rivière, elle peut avoir des points de rebroussement. Elle va pas forcément tout droit. Elle descend pas forcément immédiatement. Elle trouve son profil d'équilibre. Et je crois beaucoup à cette idée de rythme, parce qu'elle suppose que on peut pas atteindre un but tout de suite. Elle suppose qu'on ne peut pas faire qu'une chose. Tu vois, on doit alterner des moments d'activité et de repos. Et quand tu marches, en fait, c'est là que tu travailles au sens où la terre travaille. Voilà, au sens où le bois travaille, au sens où je sais pas, une rivière travaille. Et si on arrive à intégrer juste l'idée, tu vois, le jour où j'ai intégré cette idée dans ma vie, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup regarder la mer, j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup plonger. Je trouve que la mer est un bon modèle d'équilibre parce qu'il y a le rythme, tu vois. Et Simone Veil, qui était une grande philosophe avec un W, celle qui est morte en 1943, disait que la mer c'était un modèle pour la pensée, parce que même dans le malheur, en fait, elle écrit ça en 43. Donc elle parle vraiment du vrai malheur, d'une guerre mondiale terrible. Et aujourd'hui, on n'est pas très loin. Et pour beaucoup de gens, on est déjà dedans. Elle dit que aussi haut que monte une vague, elle finit toujours par redescendre. Donc tu vois, c'est l'idée qu'il y a une limite aussi. Alors c'est intéressant parce que ton podcast s'appelle Limitless. Et ce qu'il y a de plus beau dans une vie humaine, en fait, moi je pense que c'est l'idée que tout a une limite. C'est-à-dire que tout phénomène naturel ou humain, aussi haut monte-t-il, finit par redescendre. C'est une pensée très consolatrice. Quand la vague qui monte ne te convient pas, tu sais qu'elle va redescendre. Et c'est une pensée aussi qui peut rendre plus humble que ce qu'on pourrait être. Quand on est au sommet d'une vague qui nous convient, n'oublie pas que ça va redescendre. Et c'est bien. C'est comme ça. Voilà, c'est un rythme naturel. Donc si on arrive à remettre ce rythme naturel dans nos vies qui sont par définition pas naturelles, parce que les humains ne sont pas des êtres de nature. On est des êtres de culture, de construction, d'invention, de transformation. Si on arrive à quand même garder ce modèle-là en tête, je pense qu'on vit mieux. Voilà. Ça nous ramène un peu à la notion d'impermanence, le fait que tout soit en mouvement, même si notre cerveau adore les lignes droites parce que c'est un organe de prédiction et donc il cherche de la linéarité partout. La réalité, c'est que tout ce qui répond aux lois du vivant est une homéostasie et une sinuosidale. Que ce soit une entreprise, que ce soit justement la température corporelle, etc., que ce soit les cycles de la vie, des saisons, etc. On est un millefeuille de cycles. Et donc, et cette rythmicité, c'est assez amusant parce que tu as évoqué la relation avec les enfants. Moi, quand je vais aller marcher, mon ancien moi, en tout cas, aurait toujours cherché une finalité. Donc, c'est-à-dire que je vais d'un point A à un point B. Si j'ai pas un point B et que c'est simplement pour le plaisir d'aller marcher, alors je vais chercher à ce que la finalité soit une certaine dépense énergétique. Tu vois, marcher suffisamment vite, etc., pour que ce soit utile. On cherche de la finalité dans chaque chose qu'on fait. Et pour autant, lorsque tu vas te promener avec ton enfant, donc moi j'ai 2 filles, l'aînée a 4 ans, eh bien, tu t'aperçois ce que c'est vraiment marcher pour le fait de marcher. Elle s'en fiche de la finalité, elle s'en fiche de l'objectif. Elle cherche pas à aller d'un point A à un point B. Elle est juste présente dans le moment présent et présente à elle-même dans cette pleine conscience. Et elle va s'arrêter tous les 10 mètres, tous les 20 mètres, parce qu'elle va voir une fleur, parce qu'elle a envie de sauter sur place, parce qu'elle a envie d'escalader un muret. Et en fait, c'est ça l'expression naturelle, entre guillemets, de la force vitale, de la joie. Et c'est un maître pour moi, parce qu'elle m'apprend la patience, elle m'apprend à profiter du chemin, du coup, et à aimer le processus beaucoup plus que le résultat. Et la patience, beaucoup, non? Oui, la patience, ouais, surtout que pour moi, c'est clairement pas ma compétence première. Et c'est un petit peu ce que tu partageais vis-à-vis des sportifs. C'est assez amusant parce que ton livre s'appelle Facile, l'art de réussir sans forcer. Les grands sportifs, les grands athlètes s'entraînent énormément, mais probablement que pour eux, c'est du domaine du non-effort, tout simplement parce que ils aiment le processus. Ils sont parfaitement alignés avec ce qu'ils ont envie de faire. Et c'est ce qui différencie, dans ce que tu partageais, ceux qui le font ceux qui sont dans leur zone d'excellence, c'est-à-dire qu'ils sont doués, mais ils n'ont pas forcément de passion pour ce qu'ils font, des zones de génie. Et pour moi, la zone de génie, elle est justement l'expression de la concordance entre ta zone d'excellence, le sens que tu donnes à ta vie et ce qui te passionne.
Et voilà. Et cette notion de finalité, elle est quand même paradoxale parce que on a toujours tendance à chercher à atteindre un but, à atteindre un objectif. Et en même temps, c'est le fait de vouloir atteindre cet objectif qui peut-être nous rend le moins capable de l'atteindre, ou en tout cas, de l'atteindre en y prenant du plaisir. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, tu vois, facile. C'est un livre qui s'adresse aux gens qui sont capables de faire des choses difficiles. Donc, c'est pas un livre qui fait l'éloge de la facilité. C'est pas ça du tout. C'est pas l'éloge de la paresse. C'est pas l'éloge de l'abandon. C'est pour les gens qui ont le goût de l'effort, qui l'ont presque trop. Et c'est un moment où l'effort devient dangereux et contre-productif, justement. Notamment parce que tu veux te pousser, tu veux aller plus loin que tu peux, etc. Bon, après, y a des gens qui ont besoin de sentir il y a des gens qui ont besoin de se blesser, de se faire mal. Il y en a. Donc voilà. Et si tu discutes avec des médecins du sport, leur problème numéro 1, c'est qu'ils parlent à des gens qui ne peuvent pas arrêter de se faire mal, qui ne peuvent pas renoncer à ce qui précisément leur pose un problème physique. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais la question on était sur quoi, pardon, excuse-moi. Je t'ai vu boire c'est comme un pigeon qui est passé. En réalité. Non, ça, j'ai retrouvé. Non, sur la question de l'effort qui peut être contre-productif, ça demande en fait à la fois de la connaissance du corps. Tu vois, les gens qui s'entraînent très souvent savent qu'il ne faut pas s'entraîner trop, qu'il y a des moments de charge, que c'est pas en faisant un marathon par jour que tu vas être bon le lendemain, même s'il y en a qui sont capables de faire un marathon par jour, il y a quand même du repos nécessaire. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de marcher sur ce fil entre le but que tu as pour toi, pour ton esprit, pour ton corps, et ce que tu peux faire vraiment. Et c'est là qu'il y a une différence, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, dans ce livre, je parle de la loi ou la règle, qui n'en est pas une, en fait, des 10 000 heures. C'est un truc que j'avais lu chez Malcolm Gladwell. J'adore ce type, Malcolm Gladwell, lisez-le. Il est traduit, quasiment tous ses livres sont traduits. Au départ, c'est un journaliste du New Yorker qui fait quelque chose qu'on connaît pas trop en France, c'est pas le journalisme d'idées. C'est-à-dire qu'il prend une idée, il la prend au sérieux et il enquête sur cette idée. Et il fait un livre. Donc il avait écrit un livre qui s'appelait The Tipping Point, donc le point de bascule, à quel moment un phénomène devient massif, par exemple. Après, il a fait un livre qui s'appelle Blink. Blink, c'est comment on prend une décision en un clin d'œil. Est-ce que ce sont des meilleures décisions quand elles sont prises sans réfléchir ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut passer par des processus très longs? Donc, c'est intéressant quand tu as beaucoup de décisions à prendre, par exemple, ou que tu recrutes quelqu'un. Est-ce que tu dois faire confiance à ta première impression? Est-ce que cette première impression, elle est le fruit de 20 ans d'expertise? Et donc, tu as appris à prendre ta décision comme ça, mais c'est nourri de quelque chose d'autre? Ou est-ce que tu fais confiance à ton gut feeling, quoi, à ton intuition? Est-ce que tu suis ça, quoi qu'il arrive? Parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement. Donc, c'est ce genre de questions qu'il pose là. Et dans un de ses livres, il parle de la loi des 10 000 heures, selon laquelle on aurait observé, en faisant une étude sur des violonistes, qu'il y avait une corrélation directe entre le temps qu'ils avaient passé à travailler leur instrument, l'âge auquel ils avaient commencé, donc le plus tôt possible, le plus d'heures possible par semaine, et que à la fin, entre les experts, les moyens et les normaux, la différence était liée au nombre d'heures qu'ils avaient passé à travailler leur instrument. Et que si tu passais 10 000 heures, alors 10 000 heures, pour visualiser ce que ça fait, 10 000 heures de vrai travail, c'est-à-dire de travail conscient de soi, pas juste attendre que le temps passe. Non, de vrai travail où on apprend quelque chose, on est un peu en difficulté. Quand on apprend quelque chose, c'est nouveau, c'est difficile, c'est fatigant. On peut le faire au maximum 4 à 5 heures par jour, et c'est déjà beaucoup. Donc 5 heures par jour pendant un certain temps, et ben, c'est 10 ans en fait. C'est 10 ans de travail consacré quasiment uniquement à ça. Tout son temps d'apprentissage utile, 10 ans de travail, 10 000 heures. Et l'idée, c'était qu'on devenait expert. Et bon, il y a quelqu'un qui a pris ça au sérieux, il s'est dit, tiens, je vais faire ça pour le golf. J'ai essayé d'appliquer la loi des 10 000 heures, je vais recruter un bon coach, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi non plus, il faut apprendre les bons gestes. Et j'ai suivi un peu cette personne qui a fait cette expérience, parce qu'il faisait un blog, il racontait, et puis un jour, le blog s'est arrêté, et disparu pendant 1 an, pas de nouvelles, et puis soudain, il y a eu un post, ça se retrouve sur Internet, je ne sais plus son nom, mais ça se retrouve. Moi, j'ai retrouvé pour écrire le livre. Et dans ce post, il reconnaissait que c'était la chose la plus difficile à lui
pour lui de reconnaître qu'il n'y était pas arrivé, que c'était l'échec, qu'il suffisait pas de passer 10 000 heures à faire quelque chose pour devenir expert. Sinon, tout le monde deviendrait Zidane au bout de 10 ans à essayer de jongler et de faire du foot. Et que c'était pas aussi simple que ça. Que les vrais athlètes très forts, en fait, s'entraînaient pas forcément 10 000 heures. Et si on regarde le temps de pratique pour arriver à l'excellence, on s'aperçoit de l'inverse. C'est-à-dire que les plus doués s'entraînent moins que les autres. Ou en tout cas, s'entraînent pas de la même manière, s'entraînent pas forcément autant. Ou quand ils s'entraînent autant que les autres, leur marge de progression est infiniment plus rapide ou va beaucoup plus loin. Et donc, on dit toujours when there is a will, there is a way. C'est-à-dire s'il y a une volonté, on trouvera le moyen d'atteindre. S'il y a un but, il y a un chemin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas quand on veut, on peut. C'est pas vrai. C'est l'inverse en fait. C'est quand on peut. C'est quand on sent qu'on peut. Alors on veut. Et là, ça a du sens de déployer son effort. L'exemple que je prends dans le livre aussi, c'est les chiens de traîneau. En discutant avec un entraîneur de chiens de traîneau, Malcolm Gladwell et d'autres que lui, se sont aperçus qu'il y avait une différence fondamentale entre les chiens qui aimaient l'effort, qui aimaient ça, vraiment, qui en avaient besoin, quoi, qui aimaient tirer le traîneau, et ceux pour qui c'était un apprentissage, et qu'il fallait dresser, soit par du dressage positif, avec de la récompense, soit négatif, avec de la privation. Et en fait, il dit, la seule chose qui marche, c'est quand il n'y a pas besoin de dresser le chien, c'est quand il aime ça. Et lui, il sera toujours meilleur que les autres. Et quand j'ai regardé autour de moi, j'ai appliqué ce principe un peu animal pour observer autour de moi, je dis, oui, c'est vrai. Tiens, elle ou lui, il aime tirer le traîneau, quoi. Il aime faire cet effort-là. Quelqu'un qui aime courir parce qu'il peut pas rester en place n'a aucun mérite à aller courir. C'est son plaisir. Et je dis, voilà, si on réinscrivait l'idée de plaisir dans l'idée d'effort, qu'est-ce qui se passerait? On s'apercevrait premièrement que la plupart des gens qui font des efforts extraordinaires aiment ça. Et que ça change tout. Et que leur effort, c'est déjà une récompense. Ils sont pas dans l'effort pour atteindre un but. Ils sont dans le plaisir de l'effort. Il y a des gens qui aiment courir 40 km. Il y a des gens qui aiment courir 200 km. Ils aiment ça. Vous voyez, et c'est très différent avec quelqu'un qui est assis dans son fauteuil de gamer et qui soudain se dit tiens, si je montais l'Everest, par exemple. Tu vois, où on voit que c'est un défi mental. C'est si je sortais de ce que je fais d'habitude pour faire quelque chose d'exceptionnel. Mais je vais pas le faire seul. Je vais le faire avec des Sherpas. Ah oui, c'est vrai, tiens, il y en a un qui meurt. Ah oui, c'est dommage. Ah oui, c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que c'est dangereux aussi l'effort. Oui, mais je vais en faire un film. J'ai besoin de témoins pour mon exploit. Et puis je vais faire mon exploit au même endroit que tout le monde. Moi, la chose qui m'a le plus touché dans toutes les histoires que j'ai pu rencontrer, parce qu'on rencontre des histoires, c'est l'histoire de ce surfeur qui, enfant, je crois, dans une zone où personne ne surfait, juste parce qu'en allant à l'école, il voyait que du haut de cette falaise, il y avait une vague incroyable qui était à 2 ou 3 kilomètres du bord. On s'est dit, tiens, je vais la surfer. C'est un endroit où passaient des tankers, c'est un endroit où passaient des bateaux de gros tonnage. Personne ne s'aventurait même à nager. Il y allait tout seul. Il n'y est pas allé qu'une fois. Il y allait pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. C'était son spot secret. C'était son sweet spot. C'était son plaisir. Et c'est devenu un très grand surfeur. Et j'ai vu ça dans un film sur le surf. J'ai oublié le titre encore, mais je retrouverai. Et un jour, il a parlé de ce spot à ses copains surfeurs. Ils se sont dit, bah tiens, si on faisait une compétition là-bas, un événement. Et ils y sont allés, ils se sont fait dropper en hélicoptère. Et la première vague, le champion du monde en titre, a pris cette vague et il est mort. Tout de suite, c'est-à-dire c'était une vague tellement dangereuse, c'était une des vagues les plus dangereuses du monde, ignorée de tous, sans témoins, sans spectateurs. Et cet homme, qui était au départ ce garçon, qui avait rêvé de cette vague, il a les dons de l'eau froide, où il fallait nager pendant 1 heure, 1 heure et demie, juste pour atteindre la vague, à l'endroit le plus dangereux du monde, et il aimait ça. Ouais, donc je me dis, bon, en fait, il faut arriver à... Dans sa vie, on n'est pas obligé d'être un athlète. Je pense que c'est même un modèle dangereux pour la vie humaine normale, parce qu'on n'est pas là pour se spécialiser dans un geste, sauf si c'est son métier, si c'est sa vocation, si c'est son rêve. Mais par contre, il y a quelque chose de très important, c'est quel élément on veut fréquenter. Et l'élément au sens de dans quoi on veut nager. Moi, j'aime beaucoup l'eau, donc j'aime bien cette métaphore, mais l'élément, ça peut être l'air, ça peut être la terre. On peut aimer passer du temps à marcher, on peut aimer passer du temps à nager, on peut aimer passer du temps à rêver. Est-ce qu'on rêve de... Voilà. Et c'est pour ça que dans ce livre, je parle beaucoup de l'imagination et de Gaston Bachelard, notamment,
qui a écrit un livre par élément. Donc, il a écrit L'air et les songes, parce que ça, c'est une rêverie d'allègement. On rêve d'une vie plus légère. Et pour la Terre, il a écrit 2 livres. Il y a La Terre et les rêveries de la volonté. Par exemple, quand vous voyez quelqu'un qui veut donner un coup de poing, il rêve que son poing va casser quelque chose. Ça, c'est une rêverie de la volonté. Et il a écrit aussi La Terre et les rêveries du repos. Quand on rêve de s'enfouir quelque part, comme dans un terrier, et que c'est ça qui va nous reconstituer. Donc ça, c'est un autre imaginaire. L'eau et les rêves. Dans L'eau et les rêves, c'est associé à la mort souvent, l'eau. Et même si vous regardez le Grand Bleu, ça finit dans la mort finalement. Parce que quand on rentre dans l'eau, on rentre dans un autre élément, mais il y a cette fluidité. Et si en fait on réfléchit vraiment à ce qu'est l'imagination, on voit qu'il y a des points de contact entre les éléments. Et que quand on nage, par exemple, ou quand on fait de l'apnée ou de la plongée sous-marine, en fait, on vole dans l'eau, on vole grâce à l'eau. Et que l'air et l'eau sont connectés. C'est-à-dire que plus on s'enfonce dans l'eau, plus on vole. Donc, vous voyez, donc cette fréquentation élémentaire, ce plaisir élémentaire, c'est un plaisir physique, c'est un plaisir d'imagination, et c'est un plaisir d'inscription dans le monde. Mais dans un monde qui vous convient, c'est ça. Faut trier les sensations, faut fréquenter les sensations qui nous augmentent, qui augmentent notre être, et tout de suite. Parce que le plaisir, c'est maintenant. C'est pas... Bon, après, donc, dans le plaisir de l'entraînement, c'est le plaisir de sentir que son corps est capable de plus en plus de choses. C'est aussi un plaisir spirituel, parce qu'on s'inscrit de plus en plus dans le monde, et on va pas le conquérir, c'est différent, on va s'inscrire en lui. Voilà, donc l'idée de ce livre, facile, donc c'est vraiment pour les gens qui aiment l'effort, mais c'est pour leur proposer la sagesse qui vient d'athlètes, qui vient de philosophes, qui vient d'artistes, sur le fait qu'il faut sélectionner ses efforts et qu'il faut sentir à quel moment il faut s'arrêter. Quand tu me demandais tout à l'heure, c'est quoi d'avoir un projet ? Je prends un exemple très simple. Hemingway, par exemple, qui écrivait, le soir, quand il allait se coucher, il faisait attention à avoir une phrase pas finie. Ou quand il était en train d'écrire quelque chose, il faisait attention à pas finir ce qu'il était en train de faire, parce que le matin, quand il se levait, il savait que ça, il allait le reprendre. Il allait pouvoir continuer quelque chose. Donc, il y a le plaisir immédiat, il y a le but qu'on poursuit sur le temps long, il y a l'élément qu'on veut fréquenter, ou en tout cas, c'est ce plaisir de rythme élémentaire qui est en fait fréquenter sa propre vie d'une manière fluide. Et ensuite, il y a cette idée, c'est qu'il ne faut pas finir trop vite ce qu'on a à faire, parce que c'est ça qui donne de l'élan. Voilà. Donc, c'est pas une logique de la performance, c'est plutôt une logique de l'habitation. Habiter son corps, habiter le monde, s'inscrire dans ce qui existe déjà pour y faire quelque chose d'aussi peu destructeur que possible. Et si possible, qui augmente son propre être, mais aussi celui de ceux qui nous entourent, des gens qu'on rencontre, du monde qu'on croise. Alors, on est dans une logique aujourd'hui où le monde a des ressources qui sont de plus en plus rares. Donc, moi, je crois plus trop au projet de transformation complète du monde. Je crois que c'est en transformant son regard et son activité qu'on va rendre ce monde vivable encore un certain temps. Tu parles de fréquenter le monde. Ça me fait penser à Spinoza, d'ailleurs, qui parle un petit peu de ça, de cette logique de vivre beaucoup d'expériences pour savoir ce qui te procure de la joie et puis potentiellement être heureux. Et donc, même si cette règle des 10 000 heures est bullshit et qu'on peut critiquer à certains égards le rêve d'Inox Tag de monter l'Everest, malgré tout, c'est aussi une chance de pouvoir se dire que bien sûr, tu n'atteindras peut-être pas l'excellence et tu deviendras peut-être pas le meilleur dans ton sport et c'est peut-être pas le but. Mais en t'entraînant, eh bien, quel que soit ton point de départ, tu deviendras meilleur et tu pourras... Pardon, excuse-moi, j'entends un bruit derrière moi. Tu pourras devenir meilleur, tu pourras progresser. Et donc, moi, en l'occurrence, je déteste la course à pied. Tu vois, c'est marrant, je cours, mais j'étais hyper mauvais au collège, au lycée, et donc je séchais tous les cours. C'est assez amusant, d'ailleurs, de constater à quel point la contrainte naît l'innovation. Et donc, j'avais une imagination extrêmement fertile pour trouver tous les moyens possibles de sécher ces cours de PS, parce que j'avais honte d'arriver le dernier et d'être mauvais, quoi. Ça développe l'inventivité. Exactement. Donc, j'ai au moins développé ça, à défaut de développer mon endurance. Et pour autant,
Depuis que j'ai commencé cette aventure avec Limitless, j'ai fait plein de choses très variées, dans le milieu sportif notamment. J'ai fait des courses d'obstacles, une Spartan Ultra, j'ai fait de l'alpinisme, j'ai fait le Mont Blanc. Là, je m'apprête à faire des ultra-trails dans les endroits les plus extrêmes au monde en autonomie, donc dans le désert de sable, de glace, la jungle, la haute altitude. Et en réalité, si tu me demandes, est-ce que tu prends du plaisir à courir? J'aurais du mal à répondre de façon franche à la question. Par contre, ce que je sais, c'est que ça nourrit ma soif d'exploration géographique. J'adore découvrir le monde. Exploration physique. J'adore sentir mon corps et voir ce qu'il ressent, comment il évolue. D'exploration physiologique. J'adore justement étudier l'intrication et la façon dont mon hygiène de vie, mon alimentation, etc. modifie l'expression de mon plein potentiel et de mon énergie. L'exploration mentale, de savoir comment est-ce que tu continues malgré la douleur, malgré le découragement, la fatigue, etc. Ces ultras, c'est souvent une vie. On parlait tout à l'heure de sinuosidal, de ces montagnes russes. Eh bien, en réalité, quand 2 jours ou 3 jours ou une semaine à courir comme ça, eh bien, tu passes par toutes les émotions. La peur, la joie, le découragement, le courage, la fierté. Et donc, c'est un petit peu comme un condensé de vie en une semaine. Donc, tu as cette exploration vraiment mentale qui est extrêmement intéressante. Et puis même spirituelle, parce que j'ai peut-être un mental qui est très présent. D'ailleurs, je vais revenir après sur ce que tu disais sur l'intuition. Donc, j'ai un mental qui est très présent. Et lorsque j'arrive dans certains niveaux de fatigue physique et fatigue intellectuelle, ben, j'ai l'impression que ce besoin de contrôle que j'ai descend, le seuil laminaire de ce besoin de contrôle descend et laisse beaucoup plus de place à d'autres processus, à des processus d'exploration de ma conscience, à ma compréhension émotionnelle, etc. Et ça recalibre un petit peu tous mes capteurs. Donc je pense que c'est pour ça que je cours, mais en réalité, j'ai pas de grande capacité d'endurance, je serai jamais sur la ligne d'arrivée parmi les premiers, ni sur le podium. Et pour autant, c'est pas ce qui m'importe. Et donc, mais tu vois, ça, j'aurais peut-être jamais découvert si je m'étais dit, de toute façon, t'as aucune capacité ou aucune prédisposition pour l'endurance, ou il faut que tu prennes du plaisir pour courir si t'as envie de courir. Je me suis plutôt dit, j'ai envie de prendre ma vengeance contre mon passé. J'ai toujours pensé que j'étais mauvais, alors je vais expérimenter. Et j'y ai trouvé des choses que j'étais même pas venu chercher à la base. Oui, si je peux juste là-dessus, c'est qu'on voit bien que tu es pas animé par la vengeance quand tu cours, parce que tu viens de me faire au moins la liste de 5. Oui, mais j'ai découvert après. Oui, bien sûr, mais tu l'as découvert en le faisant. Exactement. Voilà, donc, mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'une expérience telle que celle d'Inoxtag ou autre, même si elle est peut-être démarrée pour je plaisantais un peu, hein, parce que j'ai pas vu son film. Et voilà, donc, même si elle est démarrée pour de mauvaises intentions, et ben quelque part, elle répond à ce besoin. Et tu vois, tu as dit quelque chose qui m'a plu. Je dis quelque chose d'un peu semblable très souvent dans mes podcasts, qui est que on a la chance infinie d'être incarné dans un corps. C'est une vraie chance, mais c'est aussi une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle d'en profiter pleinement pour jouer au grand jeu de la vie. Et on ne sait pas vraiment ce qui peut nous procurer du plaisir ou de la joie avant de le faire. Et donc, et d'ailleurs, il y a une forme de compétition aujourd'hui. Tu vois, tu parles de facilité, c'est assez amusant parce que nos vies sont de plus en plus faciles. Dans ton livre, tu parles beaucoup de ce fauteuil et quelque part, il y a une forme de compétition entre la facilité de s'asseoir simplement dans ton fauteuil et d'allumer la télé, ou celle de suivre tes passions. Mais même des passions réelles, une passion, ça demande des efforts, ça demande du travail. Et donc quelque part, t'as un petit peu, t'as un petit peu cette opposition entre les deux. Et je voulais juste faire une parenthèse sur l'intuition, parce que je te parlais de mon mental qui avait tendance à être un peu hyper contrôlant, cet esprit rationnel. Et d'ailleurs, c'est assez paradoxal, parce que pour être entrepreneur, je pense que ce qui me guide d'abord, c'est mon intuition. Je pense que l'une de mes grandes capacités, c'est de voir facilement des opportunités. Et en fait, ces opportunités, elles sont plutôt le fruit de mon intuition. Et aujourd'hui, mon regard sur l'intelligence a beaucoup évolué. Et je vois l'intuition comme la plus haute forme d'intelligence. Parce qu'en fait, elle se nourrit de toutes tes expériences passées, conscientes et inconscientes. Tu parlais tout à l'heure des vers que tu avais appris par cœur et dont tu voyais pas forcément le sens. On revient à cette logique aussi de finalité. Quand tu ouvres un livre, tu as envie de contrôler, c'est-à-dire de prendre des notes, etc., de te souvenir d'un tas de choses. Et moi, maintenant, j'ai beaucoup plus de lâcher prise par rapport à ça. Ton livre, j'ai lu avec grand plaisir. Je te l'ai dit d'ailleurs,
il y a plein de philosophes qui cherchent à se légitimer par la complexité des termes qu'ils utilisent. Toi, au contraire, et d'ailleurs, ça fait écho à son titre, c'est facile à lire, mais c'est aussi beau, c'est aussi poétique. Ça m'a fait voyager, j'ai pris énormément de plaisir à lire, en plus du fond qui est intéressant, tu vois. Et j'ai pris aucune note, simplement parce que je fais confiance au fait que tout ça, ça fait grandir mes antennes, ça nourrit mon intuition. Et que le jour où mon cerveau trouvera un intérêt, une façon de mettre ça en perspective, peut-être d'ailleurs pendant une de ces marches créatives, la mettra en lien avec d'autres choses que j'ai pu lire ou une problématique que je pourrais avoir dans ma vie, eh bien, cette intuition qui est un peu le ChatGPT interne, cette espèce de super bibliothécaire qui a accès à des milliards de données, elle va aller interroger tout ça et porter à ma conscience ce qui peut être saillant, ce qui peut me servir dans ce moment précis. Et ensuite, mon intelligence beaucoup plus rationnelle va pouvoir lire le résultat de ChatGPT, l'analyser et puis avoir des pensées liées à ça. Et donc là, je monte une nouvelle marque qui s'appelle Féroce. Et l'un des produits que je développe, c'est un steak haché bio bleu blanc cœur composé de viande de bœuf et d'abats. Parce que les abats sont d'une richesse micronutritionnelle absolument incroyable et pour l'instant peu valorisés, jetés à la poubelle ou réutilisés pour la pet food. Et dans ce contexte, étant donné que j'ai des standards et un cahier des charges qui est très exigeant en termes En fait, il y a un triptyque que j'essaie de garantir, qui est le bien-être animal, la valeur environnementale et la densité nutritionnelle. J'ai beaucoup de mal à trouver des élevages qui répondent à mes standards. Et là, je travaille avec une nouvelle personne, un entrepreneur qui historiquement était éleveur de père en fils et qui m'a dit cette phrase. Il disait un bon dossier, c'est un dossier qui va vite. Et en fait, c'est pas une façon de dire que il faut se dépêcher, qu'il faut oublier tout et ne pas réfléchir. Mais selon lui, si le dossier va lentement, c'est parce que dès le début, il y a déjà tout un tas de freins dans ta tête, tout un tas tu vois, tu parlais de gut feeling, etc. Tout un tas de choses qui te font sentir qu'en fait, c'est pas fluide, c'est pas normal, ça va pas correctement, tu vois, il y a de l'effort. Et c'est vrai que moi, souvent, j'ai créé des entreprises et ça a souvent été difficile, tu vois, j'ai senti cet effort comme si je poussais cette espèce de grosse boule de la force de mes bras. Et là, avec cette nouvelle marque, eh bien, il y a une fluidité, une facilité dans tout ce qui s'est passé, comme s'il y avait un alignement des planètes à chaque étape. Depuis la première idée où j'ai parlé avec un éleveur chez qui moi-même j'achetais ma viande parce que j'avais ces considérations éthiques et que en essayant de réconcilier mes envies alimentaires et mes valeurs, eh bien, j'avais effectué un gros travail de sourcing. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai parlé de ce projet. Il a trouvé ça génial parce qu'il trouvait ça tellement dommage de voir tous ces abats qui étaient jetés à la poubelle. Et donc, au final, ça s'est enchaîné. J'en ai parlé dans un podcast. J'ai reçu des dizaines de messages d'auditeurs qui cherchaient une viande de qualité et à qui ce message résonnait, chez qui ce message résonnait, qui m'ont écrit en disant « je voudrais l'acheter » alors même que la marque n'était pas créée. Et en fait, à chaque étape, tout a été facile, tu vois. Et ça a été facile parce qu'en réalité, c'était la consécration d'un tas d'autres petites graines que j'avais plantées au cours de ma vie et qui, là, poussaient ensemble, s'entremêlaient les unes les autres pour pousser et faire un arbre. Et c'était un peu la résultante de mon monopole personnel. Et donc là, au final, j'étais pas en train d'essayer de forcer le destin. J'écoutais juste mon intuition et j'étais dans le courant. Un peu comme tu le dis dans ton livre, t'appelais ça « prendre le pli », je crois. Ouais, prendre le pli, c'est... Le pli, c'est un livre qu'a écrit Gilles Deleuze, qui est un philosophe dont on dit qu'il a inventé la pop philosophie. C'est vrai et faux, parce que Deleuze, il prend des objets pop, donc il prend le surf, par exemple, mais il le relie à une analyse de Leibniz, qui est que en fait, les choses qui existent sont pliées les unes contre les autres, ou que soi-même, en fait, on est... une monade, il appelle ça... c'est comme si le monde entier était plié à l'intérieur de chaque point du monde et que tout en ayant un point de vue, tu vois, si tu es là, tu n'as pas le même point de vue que si tu es là, ou que si tu es là, ou que si tu es à ta place, ou que moi je suis à la mienne, on n'a pas le même point de vue parce qu'on plie le monde différemment. Et prendre le pli, ça ne veut pas dire, comme dans l'expression prendre le pli, prendre une habitude, même si c'est très beau de prendre des habitudes. Prendre le pli, c'était s'inscrire comme ça dans un pli, comme le fait un surfeur quand il rentre dans une vague, utiliser quelque chose qui existe déjà et par sa position profiter de l'énergie d'un quelque chose qu'on n'a pas créé et se faufiler dans quelque chose qui existe déjà
pour prendre le mouvement, quoi. Voilà. Et il faisait cette remarque, Deleuze, c'était que vers la fin du XXe siècle, on est passé de plus en plus de sports fondés sur l'effort, tu vois, je sais pas, lancer du poids, lancer du javelot, les lancers, la course, tu vois, l'affrontement physique du monde. On est passé à des sports de glisse, tu vois, où on prend, je sais pas, le skateboard, le parapente, tu vois, c'est-à-dire de prendre la vague de l'eau ou alors la vague dans l'air. Et en prenant ça comme métaphore, je me dis, tiens, est-ce que ça fonctionne pour d'autres sports que les sports de glisse? Est-ce que quand on voit Zidane qui joue, on n'a pas l'impression qu'il glisse? Pourquoi la femme de David Beckham, Victoria Beckham, aimait aller voir jouer Zidane? Parce que elle disait, il ressemble à une danseuse. Elle n'avait pas l'impression qu'il était obnubilé par le but. C'était pas l'efficacité qui avait l'air d'être son moteur, même s'il était très efficace. Et elle avait l'impression de le voir danser. Donc ça voulait dire que là où les autres étaient dans un univers en 2 dimensions, quoi, le terrain, lui, il était dans 3 dimensions. Il y en avait une autre. Il y avait quelque chose d'un peu comme ça. C'était comme si... Et quand on le voit jouer, quand on regarde, on a l'impression qu'il prend des vagues qui n'existent pas, hein, mais qui sont des vagues de mouvement dont le corps est capable, mais qui sont imprévisibles pour ceux qui sont en face de lui, qui sont pourtant aussi très forts. Et en discutant avec un ami qui le connaissait bien, il m'a appris que Zidane avait fait plusieurs années de judo. Et j'ai dit, ah oui, d'accord, ok. Parce que moi, j'ai fait un peu de judo, je fais un peu des arts martiaux. Je vois, en fait, quand sa prise de balle, souvent, il prend appui sur l'adversaire. Il s'appuie sur lui pour tourner, en fait. Donc, il y a des mouvements de rotation, comme on fait un peu en judo ou en aïkido. J'ai dit, ah oui, d'accord, il n'est pas dans la confrontation directe. Même son dribble est imprévisible parce que c'est des trajectoires qui viennent d'un autre sport. Et bon, bref. Donc, je trouvais ça très intéressant que son corps de footballeur ait intégré des axes, des mouvements, des rotations qui viennent du judo pour prendre un pli différent, tu vois, pour utiliser d'autres... Ah ouais, t'as parlé de Spinoza plusieurs fois. Et c'est très intéressant, Spinoza, parce que je pense qu'il n'était pas dans l'élevage de viande, tu vois. Enfin, mais il a commencé comme entrepreneur. Je ne sais pas si tu le sais. Non, absolument pas. En fait, son père avait une boîte d'import-export qu'il a reprise avec son frère. Et pas longtemps, parce que c'était pas son truc. Et donc, lui a tourné le dos aux affaires, justement, aux affaires familiales et à la création entrepreneuriale et à la circulation des marchandises, pour atteindre, selon lui, la vraie liberté, qui était le développement de son esprit, en fait, dans un truc très rationaliste. Après, il a eu une vie très, très compliquée parce qu'il a été excommunié. Et excommunié, à l'époque, ça veut dire que plus personne de ta communauté n'a le droit de te parler, par exemple. Donc, ses parents n'avaient plus le droit de lui parler, ses proches non plus. Il a vécu seul, loin de sa communauté, chez un logeur et une logeuse, où il a écrit. Il recevait en cachette des visites comme celle de Leibniz, par exemple, qui venait consulter ce que tout le monde considérait comme un grand philosophe, mais que personne ne pouvait recevoir ou ne voyait. Donc il a réussi à développer la joie, c'est une philosophie de la joie, Spinoza, en étant excommunié, en vivant seul, sans argent, avec une vie très, très limitée, mais il gagnait sa vie grâce à un autre projet entrepreneurial. Il polissait des lentilles pour les microscopes, pour les lunettes astronomiques. Et donc, ces verres étaient très réputés. Tu vois, donc, il avait à la fois une activité entrepreneuriale très, très intéressante, parce que c'était sur des verres grossissants. C'était une manière de mieux voir le monde. Et lui-même développer une philosophie fondée sur l'idée que tout pouvait être démontré. En tout cas, que c'était par une démonstration qu'on voyait mieux la vérité. Et son modèle, c'était l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a 3 genres de connaissances. Il y a ceux qu'on reçoit de l'extérieur, c'est pour ça que tu n'aimais pas les cours de sport, je pense, parce que c'était imposé de l'extérieur, donc on subit, tu vois, c'est une vérité qu'on subit. C'est vrai, mais on le subit, donc ça ne nous intéresse pas, et on ne le comprend pas. Le deuxième genre de connaissance, c'est celui-là qui est vraiment vrai, c'est celui qu'on produit, tu vois. Il dit par exemple, on produit un cercle, l'idée de cercle, on la produit avec l'idée de segment et l'idée de rotation. Si tu fais tourner un segment, tu produis un cercle à son extrémité ou tu produis un disque si tu as tout le segment qui tourne. Donc, je dis, waouh, c'est génial. Avec 2 idées, j'en produis moi une 3e. Et donc, je comprends quelque chose. Et quand je comprends quelque chose, ma joie augmente. La joie de mon esprit augmente.
eh ben, je le sens dans mon corps. Tu vois, faire des maths, ça rend heureux quand tu comprends. Voilà. Et quand ça vient pas de l'extérieur, quand c'est pas, tu vois, quand c'est pas une pensée qui vient t'écraser de dehors et que tu ne comprends pas, et là tu souffres parce que tu es séparé de ta propre puissance, donc tu es triste. Tu vois, en cours de maths, quand tu comprends pas, c'est la vraie tristesse, c'est même le désespoir. L'échec scolaire, ça vient de là. C'est, il y a des gens qui ne comprennent pas que tu ne comprennes pas. Et c'est l'illusion de l'expert. Et ben oui, moi, tu vois, je sais pas, quand j'explique une règle de grammaire à mon fils de 15 ans et que je suis pas sûr qu'il comprenne, mais en fait, je suis en train de le rendre triste. Tu vois. Et moi, je comprends pas qu'il comprenne pas. Parce que moi, j'ai compris. Bon, oui, mais toi, tu as la joie de comprendre. Et quand tu comprends pas, bah, tu es triste. Donc ça, le deuxième genre de connaissance, c'est si tu prends ton temps, tu peux tout comprendre. Mais ça prend du temps et c'est long. Et le troisième genre de connaissance, c'était l'idéal, quoi, qu'on ne peut quasiment jamais atteindre. C'est celui où les déductions, tu vois le même résultat, mais simplement par l'intuition. Mais ça vient pas tout seul. C'est par des années d'entraînement, de répétition des déductions, des démonstrations, que tu vas avoir le résultat tout de suite. Et l'exemple qu'il prend, c'est quand tu vas sur le marché, tu achètes quelque chose, tu achètes des tomates, tu as le prix des tomates, 5,95 € le kilo maintenant. Et tu es là, tu dis, bon, je voudrais 300 grammes. Ou alors, moi, j'ai 2 €, combien ça peut me faire? Donc, toi, tu dois calculer. Mais le marchand, s'il est vraiment habitué à faire sa règle de 3, il sait tout de suite. Tu vois, parce que la connaissance démonstrative, déductive, par l'habitude, chez lui, est devenue automatisée, intuitive. Alors, c'est juste pour le prix des tomates, ça. Et quand tu parles de démontrer l'existence du monde, de Dieu, la relation aux autres, l'éthique, etc., c'est ce que développe Spinoza. Il dit le vrai but de la rationalité, c'est l'intuition parce qu'elle est facile, parce qu'elle te met en contact directement avec le résultat. Mais pour l'atteindre, des années. Donc, en fait, les gens qui développent leur intuition, tu vois, Malcolm Gladwell parlait du blink, il dit entre l'intuition qui est au départ d'une vie, qui est juste un élan, et l'intuition qui est nourrie de tout ce que tu as appris, toutes tes connaissances, que tu as intégrées, en effet, sans avoir plus besoin d'y réfléchir, et ben ton intuition, elle devient juste. Parce qu'en fait, c'est comme une démonstration qui atteindrait son but directement sans avoir besoin d'y penser. Et c'est ça le vrai modèle, le vrai but, le vrai rêve qu'on a. Et quand tu vois effectivement un athlète qui s'est beaucoup entraîné faire un geste qui a l'air aussi facile que celui d'une danseuse qui s'est beaucoup entraînée, les deux ont un corps capable, mais les deux se sont entraînés de manière à ce qu'on ne sente plus l'effort à la fin dans leur geste, parce qu'ils ont atteint un naturel contre nature, parce que c'était pas le premier geste, mais ils l'ont conquis, ils se le sont ajoutés. Et Spinoza, et je conclurai là-dessus ma petite digression sur Spinoza, parce que je pense qu'elle est centrale, il dit on ignore ce que peut le corps. On ignore ce que peut un corps. On ne sait pas de quoi un corps est capable. Et c'est un rationaliste qui dit ça. Et donc ça veut dire que d'un côté, tu as les projets qui viennent de l'esprit, mais de l'autre côté, il faut regarder de quoi un corps est capable. Donc tu as raison, il faut expérimenter, il faut s'exposer, il faut faire des rencontres. Rencontrer, ça veut dire même essayer, tu vois, essayer telle nourriture ou telle autre, etc. Et pour voir si tu te composes avec ces rencontres ou si ça te décompose. Si ça augmente ta joie ou si ça fait naître de la tristesse. Si ça augmente ta santé ou si ça fait naître de la maladie. Et ça, en fait, il faut essayer. Donc, en fait, Spinoza, qui est un rationaliste, en même temps te dit qu'il faut sortir de chez toi, faire un usage du monde, voir ce qui te convient ou pas. Tu vois, Inox Tag, il a raison d'aller voir l'Everest. C'est une rencontre extraordinaire. Moi, ce que je mets en question sans le connaître, hein, et il paraît qu'il est intéressant, qu'il est intelligent, etc., mais c'est le même rêve que tout le monde, monter l'Everest. Donc moi, j'ai un principe, mais ça fonctionne que pour moi peut-être, c'est de ne pas fréquenter le rêve des autres, d'essayer de ne pas me contenter d'imiter le rêve des autres, parce que quand on fait ça, on transforme son imagination en source de tristesse parce qu'on passe sa vie à se comparer à d'autres, même à d'autres versions de soi, tu vois. Mais le jour où tu te libères de l'imagination comme comparaison, tu te libères de la tristesse et ton imagination, tu peux fréquenter cette fois des éléments. Tu vois, l'imagination qui rend heureux, c'est Bachelard qui dit ça. Il dit ça peut se faire du fond de son lit. Imaginez un voyage qu'on fait dans les airs ou dans l'eau. Imaginez un geste réussi.
Moi, j'ai un moment, au début, quand je faisais du karaté, je me promenais dans la rue et j'avais des gestes de kata, tu vois, des beaux gestes, que j'avais ça en tête, presque en permanence. Et ça voulait pas dire que j'allais arriver à les faire, mais je me disais, au moins, voilà, ce geste, je le vois, tiens, ce serait intéressant de voir, est-ce qu'on peut apprendre à bouger comme ça, quand même? Est-ce qu'on peut mettre ça dans sa vie? Comment on fait? Voilà. Donc, s'entraîner, quand tu disais devenir meilleur, c'est devenir plus soi, en fait. Dire de quoi ton corps est capable, avec la forme que tu as, les articulations que tu as, les capacités que tu as, les limites que tu as. Si tu arrives à comprendre ces limites, ben, c'est pas que tu vas les dépasser, c'est que tu vas faire avec. Donc, tu vois, en tai chi, par exemple, il y a un geste que moi je trouve très intéressant. Le professeur de tai chi que j'avais, il disait, voyez, c'est comme quand vous essayez d'attraper une assiette en haut. Il y avait une espèce de geste comme ça, tu vois. Il prenait une image qui venait d'un geste qu'on pouvait appliquer chez soi. Et si tu fais du tai chi, c'est pas pour devenir un grand maître en arts martiaux, c'est pour, je sais pas, moi, par exemple, ouvrir une porte avec plus d'élégance. Ça paraît idiot, hein. Moi, je trouve que quand tu arrives à faire entrer dans les gestes quotidiens quelque chose de cet ordre-là, tu augmentes ton bonheur d'exister. T'as plus de bonheur à vivre, parce que bien ouvrir une porte, c'est quand même extraordinaire. Je dis ça sérieusement, hein. Je pense vraiment. Ouvrir une porte, tu vois. Trouver dans quel sens ça se fait, comment ne pas la claquer, ou la claquer. Hein? Oui, bah ça nous ramène encore un petit peu à cette idée de pleine conscience. Et tu sais, tu parlais des différentes façons justement d'habiter le monde. Même le système immunitaire d'ailleurs fonctionne comme ça. On est entré depuis le 19e siècle en guerre contre les gènes. On désinfecte tout aujourd'hui. Les germes. Oui, les germes. On désinfecte tout. Nos mains, notre intestin avec des antibiotiques, les fruits qu'on mange, etc. Enfin, on a vraiment un excès d'hygiène. Et en réalité, la confrontation du système immunitaire avec l'environnement, c'est ça qui lui permet d'apprendre, de devenir compétent. C'est un peu comme des armées en caserne. Ben, s'ils sont tout le temps réservistes et qu'ils sont jamais contraints de rencontrer un ennemi, ben, ils savent plus reconnaître un ennemi. C'est-à-dire qu'ils finissent par attaquer le soi en pensant que c'est un ennemi. Et puis, quand il y a un vrai ennemi qui se présente, ils sont pas bien entraînés, donc ils se font attaquer, ils sont tués. Donc, au final, tu vois, cette intrication avec l'environnement, elle est déjà fondamentale pour notre système immunitaire. Donc, on l'a vu, elle l'est aussi vis-à-vis de la joie, pour trouver ce qui nous procure de la joie, pour trouver justement son alignement, son ikigai, sa zone de génie. Et tu me demandais, avant qu'on démarre l'enregistrement, ce que je pensais de la nutrition, ce que j'avais trouvé comme réponse, on va dire. Et je t'avais dit, je t'ai dit quelque chose du style que j'en sais rien, en fait. Que ce que je comprends surtout sur la nutrition, c'est que c'est tellement complexe que les vérités d'aujourd'hui sont les mensonges de demain et qu'il n'y a pas de vérité. Par contre, ce que j'ai découvert, c'est que c'est très individuel et qu'il faut tester et expérimenter. Et c'est exactement la même logique. Tu l'as cité là un petit peu en disant que voilà, il faut tester des choses, les goûter pour voir ce qui te fait du bien ou pas. Moi, je te demandais si tu buvais du café et si oui, à quelle heure. Et tu vois, par exemple, j'ai une petite expérience comme ça avec les oléagineux. Donc, tu vois, tout ce qui est noix, amandes, etc. Et ben pour moi, c'est un aliment extrêmement sain. Parce que j'ai vu plein d'études qui disent que c'est super bon pour la santé, parce que c'est des protéines et des protéines végétales, donc ça permet d'équilibrer les protéines animales et d'avoir comme ça une alimentation qui est un petit peu plus systémique. Donc bref, sur le papier, c'était parfait pour moi les oléagineux. Et pour autant, il s'avérait qu'en mangeant 100 grammes par jour, je m'apercevais que ma digestion n'était pas optimale, que mes selles n'étaient pas parfaites, et qu'en réalité, même si sur le papier, normalement, c'était parfait, pour moi, ça me convenait pas si bien que ça, quoi. Et qu'en les supprimant, je me sentais beaucoup mieux. Donc voilà, ça nous ramène à cette logique de chemin dont on parlait tout à l'heure. Ce qui compte, c'est pas tant la destination, mais c'est cette volonté d'explorer, d'être toujours comme ça, en train d'observer, de découvrir son environnement. Et donc, je pense qu'en nutrition, comme dans le reste, c'est la meilleure façon de faire. Donc voilà le conseil que je peux te donner. Et de ne pas manger d'oléagineux, donc. C'est ça. D'en manger une tonne et de voir si tu les digères bien. Et tu sais, si je cite Spinoza, tu pourrais dire que j'ai de grandes connaissances en philosophie, ce qui n'est absolument pas le cas. C'est parce que c'est probablement l'un des seuls philosophes que j'ai lu, et en plus de façon complètement fortuite, comme quoi la sérendipité a des avantages, puisqu'aujourd'hui elle nourrit ma conversation avec toi. Je pense qu'il y a trois philosophies que je connais aujourd'hui. La première, c'est le stoïcisme, parce que je l'ai découverte avant de l'avoir lu.
On parlait de ces sinuosidales tout à l'heure et j'ai eu plusieurs traversées du désert et ça m'a donné la certitude que quoi qu'il se passe dans ma vie, j'avais les ressources pour rebondir et que de toute façon, tout se passerait bien. Tu vois, je te disais que hier, pendant que j'enregistrais ici, on avait cambriolé mon Airbnb et puis volé mon ordinateur portable. Bon, bah voilà, je suis arrivé, j'ai vu ça. J'ai laissé un message au gars du Airbnb et puis je suis parti faire les 20 km de course à pied que j'avais prévu de faire parce que c'est bon, la chose est faite. Mon ordi, de toute façon, il est déjà loin. Et au final, ça m'a pas impacté plus que ça, alors que d'autres, peut-être, se seraient stressés, etc. Et j'adore cette phrase de Marc Aurèle qui dit donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer, le courage de changer ce qui peut l'être et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Mais j'ai pas attendu de la lire pour l'appliquer dans ma vie. Et si j'aime le stoïcisme, c'est parce qu'en fait, j'ai trouvé dans cette philosophie ce que je ressentais et faisais déjà. Et si je ressens et je fais déjà ça, c'est pas lié à un super pouvoir, c'est juste lié à ma vie et au fait que justement plusieurs fois j'ai expérimenté ces montagnes russes. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça a engrammé des formes de croyances ressources qui m'aident à avoir cette posture stoïque face aux choses. Donc ça, c'est le premier philosophe. Tu permets qu'on en parle un tout petit peu. Ouais, vas-y. C'est intéressant, la citation de Marc Aurèle que tu as prise, c'est celle qui est utilisée par les alcooliques anonymes dans le monde entier pour justement être capable de faire la différence entre ce qui dépend de soi et ce qui ne dépend pas de soi. Et que la liberté, en fait, c'est de renoncer à essayer de changer ce qui ne dépend pas de nous et de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut changer. Et pour les stoïciens, la seule chose dont on est sûr qu'on peut la changer, c'est l'idée qu'on a dans la tête. Ils appellent ça les représentations, mais c'est les désirs, les idées, les projets. C'est-à-dire ce qui dépend de nous, c'est ça. Et donc, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un veut te casser le bras, ça ne dépend pas de toi d'avoir mal ou pas. Mais il y a quelque chose qui dépend de toi quand même. C'est comment tu vas réagir à cette volonté de te faire du mal de quelqu'un d'autre. Parce que ça, on n'en parle pas souvent, mais dans le stoïcisme, il n'y a pas que Marc Aurèle, tu vois, qui était un empereur qui a fait la guerre et qu'on voit d'ailleurs représenté dans Gladiator. Au départ, on voit Marc Aurèle qui est âgé et qui se confie à celui qui est Maximus, incarné par Russell Crowe. Donc on voit Marc Aurèle quand même au cinéma, aller voir ce film, parce que ce qu'il dit est assez fidèle à ce qu'il pensait. C'est un philosophe qui a dû passer sa vie à faire la guerre parce que c'est un empereur, sans aimer ça. Mais bon, il était obligé. Bon, donc il l'a faite. Mais c'est aussi une philosophie d'esclave. Il y a Épictète aussi de l'autre côté des stoïciens, et qui lui, en fait, n'est pas du tout dans la même position que Marc Aurèle, parce que lui, il subit la violence des autres. Il est esclave de quelqu'un. Et on raconte cette anecdote que tu dois connaître. Le maître d'Épictète lui tord le bras, veut le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Et Épictète lui dit « Attention, tu vas me casser le bras ». Et le maître finit par lui casser le bras. Et la réaction d'Épictète, c'est « Et voilà, je t'avais prévenu ». Donc c'est raconté un peu comme une blague. C'est un peu une blague, c'est fait pour faire rire, parce que ça montre l'absurdité presque de la position stoïcienne et sa beauté. Tu peux pas empêcher quelqu'un de te casser le bras. Mais si tu prends ça comme quelque chose qui ne dépend pas de toi, ça te donne du pouvoir, en fait. Ça te donne de la liberté, d'être capable de faire la différence entre ce que tu souhaites et ce qui peut être. Tu vois, donc en fait, prendre conscience de tes limites, c'est ça qui t'en libère. C'est ça qui est fou, hein. Le stoïcien, il n'est pas limitless. Le stoïcien, il fait la limite entre ce qui ne dépend pas de lui et ce qui dépend de lui. Mais une fois que tu vois ce qui dépend de toi, ce qui dépend de toi, c'est beaucoup, en fait. Parce que ce qu'il y a tout dans ta tête, c'est toutes tes émotions, c'est la tristesse, c'est la joie, c'est les projets. Donc, si tes projets intègrent l'idée de limite, il n'y a rien qui peut les arrêter. Descartes, c'est un stoïcien. Il dit, voilà, il n'y a rien qu'on ne puisse démontrer, rien qu'on ne puisse comprendre si on procède petit à petit. Donc, sa méthode, c'est quoi? C'est de découper en petits morceaux. Si tu découpes en petits morceaux la difficulté, tu pourras tout résoudre. Et on parle de Descartes. Les lois de l'optique, c'est lui qui les a découvertes. Elles sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc l'idée d'intégrer ces limites dans sa démarche fait qu'on les dépasse parce qu'on les comprend. Et les stoïciens, ils sont à l'origine de ça. Et quand tu dis que c'est une philosophie qui t'a plu parce qu'au fond, c'était ta philosophie spontanée, ça, la grande beauté en fait du stoïcisme et de l'épicurisme, qui était très proche, c'est que ce sont des philosophies pratiques. Elles sont pas faites pour être théorisées, ou disons que la partie théorique est faite pour s'appliquer dans une morale, dans une pratique. Donc il y a des gens qui spontanément
sont stoïciens, c'est ton cas, parce que de toute façon, c'est une philosophie qui est faite pour être pratiquée, qui n'a de sens que pour être pratiquée, et qui n'a de sens qu'ainsi. Et elle résonne beaucoup, en fait. Tu vois, même même de manière parfois grotesque, tu vois. Aujourd'hui, il y a une espèce de retour dans le stoïcisme 2 ou 3.0, ça veut rien dire, parce que le stoïcisme, c'est le stoïcisme, mais la force d'une école de pensée qui a été créée il y a plus de 20 siècles, le premier stoïcien, c'est Socrate quand même, hein, donc ça fait 25 siècles, 26, de traverser les siècles et de parler aux humains, quelle que soit leur situation historique. Parce qu'il y a une situation humaine. La situation humaine, c'est que, aussi développé soit-on ou pas, on a toujours un corps et on est mortel. Et ça, en fait, c'est un universel. Et à partir de cet universel, qu'est-ce que tu fais avec ton corps et ton esprit? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu vois, où sont les limites? Donc cette question-là, elle n'a pas changé. C'est ça qui est formidable avec le stoïcisme, la philosophie en général. Mais tu vois, on parle de Spinoza, on parle de Descartes, on peut parler de philosophie. Mais la beauté de la philosophie, c'est qu'elle te propose non pas du développement personnel, parce que c'est pas des hacks, mais ça te pose des problèmes, en fait. Ça t'offre des problèmes qui vont te faire comprendre la différence entre le difficile et le facile, entre l'impossible et le possible. Dans le possible, il y a du difficile, mais qui est faisable. Mais est-ce que c'est pour toi, etc., etc. Bon, voilà, pardon, c'était un petit non, commentaire. C'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, paradoxalement, tu vois, c'est aussi le fait de ne pas avoir fait d'études qui m'aide à être stoïcien, dans le sens où, par exemple, dans ma précédente startup, j'ai eu à recruter plusieurs développeurs et je me suis aperçu qu'il y avait 2 types de développeurs. Les développeurs qui avaient fait des études, souvent des écoles prestigieuses en codage informatique, etc., qui étaient extrêmement doués et compétents dans ce qu'ils faisaient. Et à l'inverse, d'autres qui étaient autodidactes, qui avaient appris par eux-mêmes. Et peut-être qu'il y avait moins de connaissances de base que ceux qui sortaient d'école. Mais la grosse différence, c'est que lorsque je leur posais un problème, que je leur demandais de faire quelque chose, eh bien, ceux qui sortaient d'école, soit ils savaient le faire parce qu'ils l'avaient appris, soit ils savaient pas le faire, et s'ils savaient pas le faire, ils partaient du principe que c'était impossible. Tandis que ceux qui étaient autodidactes, ils partaient du principe que s'ils ne savaient pas le faire, c'est simplement qu'ils n'avaient pas encore trouvé comment le faire. Et donc, c'est un petit peu ce que tu dis, tu vois, sur cette vision stoïcienne aussi, c'est de déterminer ce qui vient de toi, ce qui est ta responsabilité. Et donc, pour ma part, tu vois, le fait de justement pas avoir fait d'études me laisse à penser que je suis capable de tout faire. Et simplement, si je ne sais pas encore comment le faire, tu vois, c'est un peu la différence entre l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Si je sais pas encore comment le faire, il suffit que je le trouve. Et en fait, toute ma vie m'a prouvé que quel que soit le sujet. D'ailleurs, là, tu vois, je fais un podcast où je parle de potentiel humain, de sport, de physiologie, etc. Il y a 5 ans, c'était des domaines que je connaissais absolument. J'avais une vie absolument pas. J'avais une vie qui était à l'opposé de celle que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, sur ce déterminisme, je reprends le début de notre échange où tu me disais j'essaie de me réveiller le matin. Ma routine du matin, c'est de me réveiller avec un projet, avec une idée. C'est ça aussi. Comment est-ce que tu entretiens tes pensées avec toi-même si tu te lèves le matin en te disant il fait pas beau et la journée va être pourrie, naturellement, il y a de grandes chances pour qu'elle le soit. Le deuxième philosophe que j'ai découvert, c'est justement Spinoza. Spinoza, parce qu'il y a quelques semaines, mon frère m'a offert un week-end en van et en mode digital détox. Donc, j'ai laissé mon téléphone, mon ordi. J'ai tendance à avoir besoin de... Tu vois, on parlait d'équilibre tout à l'heure. J'ai besoin de stimulation intellectuelle régulière, autant que physique d'ailleurs. Et en fait, j'ai découvert que le concept d'intelligence multiple, c'est qu'on a plusieurs types d'intelligence. C'est un peu comme plein de tigres. Donc, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont petits, mais ils ont tous besoin de manger des steaks. Donc, le petit tigre, il mange des petits steaks, et puis le gros tigre, il a besoin d'une gazelle. Mais ils ont tous besoin de manger. Moi, pour me sentir bien, j'ai besoin de nourrir toutes mes intelligences. C'est pour ça que l'entrepreneuriat me va hyper bien, surtout au début, parce que je suis obligé d'être multicasquette et que après quelques années, ça peut devenir plus compliqué parce que ça se transforme plus en un travail de gestionnaire et il y a moins de diversité. Quoi qu'il en soit, ce mode de fonctionnement fait que, par exemple, j'aime bien travailler tous les jours de la semaine, y compris le week-end. Mais je cherche plus l'équilibre et même, j'aime pas trop prendre de vacances. Même pendant mes vacances, je travaille. Mais je préfère chercher l'équilibre au sein de ma journée plutôt qu'au sein de ma semaine ou de mon année. Et quoi qu'il en soit, par ce fait même, il est très rare pour moi de passer un week-end sans rien.
Et donc là, mon frère m'a offert ce week-end en mode digital detox, donc en van, donc sans ordinateur, sans podcast, sans livre audio, sans rien en fait. Juste seul avec moi-même, sans musique, vraiment juste seul avec moi-même. Et donc j'ai été courir un peu dans la montagne et puis il s'avère qu'il y avait un livre qui était un livre de Spinoza dans ce van. Et donc j'en ai profité pour le feuilleter un peu, pour le lire un petit peu. Et donc ce concept de joie, d'intrication avec l'environnement correspondait pas mal aussi à ma philosophie, à ma façon de voir les choses. Et donc ça m'a beaucoup plu. Et il y a un autre concept que j'ai trouvé intéressant qui était lié au fait que dans une relation amoureuse, il disait que, de ce que j'en ai compris en tout cas, on n'est pas tant amoureux de la personnalité intrinsèque de l'autre, mais plutôt des souvenirs qu'on crée ensemble. Et c'est le fait que le cerveau se souvienne que cette personne peut nous procurer de la joie, qu'il répond à nos voies de satisfaction addictive en réalité, qui nous donne envie de continuer à passer du temps avec elle. Et on pourrait croire que c'est juste un détail de l'histoire, mais je trouve que ça change vraiment la perspective de gestion du couple, parce que ça remet au centre notre responsabilité de continuer à créer de nouveaux souvenirs avec cette personne. Parce que si tu penses que c'est sa personnalité que t'aimes, bah quelque part, c'est quelque chose qui est fixe, même si la personnalité, elle évolue, etc. Ok, mais c'est complètement différent que de se dire, ok, si régulièrement, je crée pas de nouveaux souvenirs de qualité avec cette personne qui montre à mon cerveau que j'ai de la joie à passer du temps avec elle et que ça vaut le coup, comparé à d'autres choses qui pourraient arriver en compétition, eh bien, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, la relation peut-être perdra en intensité et puis on finira par se séparer. Et le troisième philosophe, c'est toi. Donc, je te remercie d'être là, mais justement, je te renvoie là-dessus parce que c'est toi, je sais que tu es aussi papa. Donc, qu'est-ce que tu penses justement de cette façon que je pense avoir compris de Spinoza de voir les relations de couple et comment est-ce que toi, tu l'exprimes dans ta vie? J'interromps ce podcast pour te parler de la certification Féroce. Il s'agit d'un QR code présent sur chacun de nos steaks féroces composés de viande et d'abats. Il permet de garantir la valeur environnementale, le bien-être animal et la densité nutritionnelle. En le scannant, tu accèdes aux analyses micronutritionnelles et profils d'acides gras oméga 3, mais aussi aux photos de l'élevage et aux engagements de l'éleveur en faveur de la biodiversité et de la séquestration carbone. Plus d'infos sur féroce.food. Alors écoute, moi j'applique pas Spinoza à ma vie, je pense que c'est inapplicable, d'autant que Spinoza n'a jamais vécu en couple et a été très malheureux. Oui, parce qu'en fait, je le saurais si je... Non, c'est pas ça, mais la vie de Spinoza, on la raconte pas beaucoup parce que il s'est pas passé grand-chose, mais quand tu es excommunié aussi jeune, et qu'une excommunication à l'époque, ça veut dire qu'on te promet la mort quand même. C'est une mort sociale et c'est la mort tout court. D'avoir juste résisté à ça, c'est en soi assez incroyable. Donc Spinoza, moi j'ai beaucoup d'affection pour lui, presque comme un ami qui aurait eu une vie tu vois, injuste, très courageux. Il y a quelqu'un qui a essayé de l'assassiner un jour à la sortie de la synagogue, parce qu'il faisait partie d'une communauté juive. Et on estimait qu'il était hérétique. Donc il y a quelqu'un qui a essayé de l'assassiner un coup de couteau. Et il a gardé toute sa vie le manteau avec la déchirure. Il n'a pas reprisé, il n'a pas fait... Parce que c'était voilà, le symbole du risque qu'il y a à penser librement. Mais moi, ce que j'ai retenu de Spinoza, en tout cas pour les relations en général, de couple en particulier, mais c'est qu'en fait... on peut pas savoir avant, déjà. On peut pas savoir avant. Et ce qui rend malheureux, c'est l'imagination. Moi, j'adore l'imagination. Mon métier, c'est l'imagination. Mais l'imagination peut être heureuse parce qu'elle crée des fictions, l'imagination. Et il fait une différence, Spinoza, que je trouve géniale, entre fiction et illusion. Il dit la fiction, tu vois, fiction, ça vient du latin fingere, ça veut dire fabriquer. La fiction... c'est ce que tu fais quand tu fabriques quelque chose. Tu inventes. Donc toi, tu fais des fictions. Tu vois, tu inventes, tu es un entrepreneur. Un bon entrepreneur, il invente une nouvelle fiction dont tout le monde, soudain, voit la nécessité, l'intérêt, alors qu'avant, ça n'existait pas. Et une bonne fiction, en fait, elle augmente ta puissance. Et ta puissance, vraiment au sens positif, c'est ta puissance à toi, déjà. Tu peux faire plus de choses. Tu es capable de plus de choses. Tu vois, par exemple, moi, je suis venu au métro.
Et je dis, c'est incroyable quand même ce qu'on peut faire. On appelle ça les services publics ou les transports publics. La force du public. Aujourd'hui, tout le monde dit du mal de la politique, etc. Mais c'est incroyable d'être associé à des inconnus qui ont inventé des choses. Dont on profite. Une machine, c'est quoi? C'est inventé par des gens que tu ne connais pas. Ça te rend plus intelligent que tu n'es. Parce que soudain, tu as le droit d'utiliser quelque chose que tu aurais été incapable de concevoir. Donc de ce point de vue-là, tu vois, un paysan du XIIIe siècle, on savait plus que toi et moi réunis. Parce que si sa charrette tombait en panne, enfin, tu vois, se cassait, il savait la réparer. Il savait comment fonctionnaient les machines qu'il utilisait. Il savait réparer ses outils, comment s'en servir. Donc il en savait plus, tu vois, en termes rationnels, hein, je te parle de puissance rationnelle, plus que toi et moi, parce que toi et moi, on passe notre vie à utiliser des machines dont on ne comprend pas le fonctionnement, dont on ignore la composition, qu'on ne saurait pas réparer, tu vois, et c'est de pire en pire. C'est-à-dire, par exemple, toutes les machines qui sont là, juste pour enregistrer ce podcast, ce micro, je sais pas comment il fonctionne, j'ai la théorie un peu, je sais qu'il y a un truc qui vibre, et que les cordes vocales, elles vibrent, et qu'il y a un signal électrique, et puis il y a des gens derrière, et puis voilà. Mais au fond, j'en sais moins qu'un paysan du XIIe siècle sur sa charrette. Tu vois, quelqu'un qui allume une télévision, c'est incroyable. La quantité d'intelligence qu'il a fallu pour fabriquer cet outil à bêtir, tu vois, c'est quand même fou. Et donc, quand tu réfléchis un petit peu, Spinoza, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, en fait, qu'est-ce qui augmente ta puissance? Ce qui augmente ta puissance, ça fait naître de la joie. Parce que quand tu peux plus, tu es heureux. Tu te sens physiquement heureux, vraiment. Et inversement, quand on te sépare de ta puissance, et c'est ce que fait le pouvoir en général, ça s'applique à toi et ça t'empêche de faire quelque chose que tu sais faire, que tu aimerais faire, ça fait naître de la tristesse. Je me dis, ben ça c'est un critère, tu vois, c'est un critère, parce que la joie et la tristesse, tu la ressens. Donc moi, à chaque fois que je ressens, enfin, je peux pas dire que je le fais à chaque fois, parce que je l'ai intégré maintenant. J'ai ce qui me donne de la joie, j'ai envie de le fréquenter. Ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être une activité, ça peut être imprévisible, ça peut être un paysage, ça peut être une pensée, ça peut être un souvenir. Et ce qui me donne de la tristesse, bon, ben, il y a des tristesses qu'il faut affronter parce qu'elles sont nécessaires, mais comme diraient les stoïciens, tu vois, c'est mon fils de 15 ans, il lit les stoïciens en ce moment, donc je suis sur le coup à nouveau. Il me dit, mais papa, les stoïciens, quand même, ils prônent l'indifférence. Ils disent qu'il ne faut pas s'attacher à ses proches, que quand Marc Aurèle ou Épictète écrit qu'il ne faut pas t'étonner si ta femme meurt, parce qu'en fait, c'est comme une cruche. Ça pourrait être sexiste apparemment de dire qu'une femme est une cruche. Non, il dit pas ça. Il dit que de la même manière que ta gourde là, ou que un pot, ou que quelque chose qui était fabriqué, qu'une fiction, tu vois, quelque chose qui était fabriqué, tombe et se casse, ben nous, êtres humains, oui, on est né, donc on va mourir. Ça veut juste dire ça. Ça veut pas dire que tu pleures pas. Ça t'interdit pas d'avoir des émotions. Mais c'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Si c'est un enfant, oui, c'est un scandale, bien sûr, mais du moment que tu existes et que tu as incarné, finir par mourir, c'est prévu. Donc, faut pas en faire un drame. Tu vois, ta propre mort, la mort de tes proches, c'est prévu, c'est programmé. Mais c'est pas ça, la vie, en fait. Et Spinoza le dit comme ça, il dit que la pensée, en fait, c'est une méditation de la vie et non de la mort. Parce que dans la mort, il n'y a rien à comprendre. Ça arrive, il dit, on finit par être chassé de l'existence, mais tant qu'on existe, on est aussi parfait que possible. Donc, il distinguait la fiction. Tu vois, la fiction, c'est tu fabriques des choses en plus. Ben, je sais pas, moi, je fabrique des histoires, j'écris des romans, j'écris des livres, j'essaye de faire des films, je fais des films. Et c'est une fiction, c'est quoi? Tu arrives, tu rentres dans un cinéma, tu sais que c'est pour de faux. Et comme tu sais que c'est pour de faux, eh ben, tu vas ressentir que c'est pour de vrai. Parce que pendant le temps du film, ou pendant le temps du livre, ou pendant le temps de cette fiction, ton esprit va être augmenté, va être enrichi par des choses nouvelles que tu n'as pas créées, mais qui ont été créées, auxquelles tu participes par empathie. Tu vois, alors, tu participes, et donc, tu as des idées nouvelles, tu as des sensations nouvelles, ça t'ouvre sur le monde, bizarrement, tu vois, d'aller voir un film, ça agrandit le monde. Une illusion, à l'inverse, et c'est là que les stoïciens interviennent aussi, l'illusion, c'est ce dont tu crois que c'est vrai alors que ça ne l'est pas. Et tu en es victime, tu vois, de l'illusion. Alors que la fiction, tu es actif, dans l'illusion, tu es passif, tu l'as subi. Et je me dis, ça, voilà, ça, c'est un bon critère. Ça, tu vois, ça s'applique en permanence. C'est, dès que tu es actif, ça fait naître de la joie. C'est pour l'esprit, c'est pour le corps, ça marche toujours. Et dès que tu es passif, tu te retrouves dans des formes d'illusion. Et inversement, quand tu es dans une illusion, tu es dans la passivité, parce que tu subis quelque chose qui est faux en plus.
Et l'illusion, tu peux pas en sortir. Il faut en être déjà sorti pour s'apercevoir que c'était une illusion. Donc c'est très compliqué. Donc la fiction, par rapport à l'illusion, dedans, il y a une idée en plus dans la fiction. C'est que tu sais que c'est pour de faux. Et donc, tu le ressens vraiment. Tu vois, tu sais que le film que tu allais voir, il a été inventé. Tu vois, mais il est génial ce film. Tu prends pas ça pour la réalité. C'est encore mieux. Et donc, ça enrichit ta réalité. La fiction, c'est pas du négatif dont on se débarrasse. C'est un enrichissement dont seul l'esprit humain est capable. Tu vois, donc, c'est ça que moi, je trouve extraordinaire chez Spinoza. Et oui, c'est vrai, nos relations aux autres, tu vois, si dedans il y a de l'illusion, tu vas être malheureux. C'est aussi simple que ça. Hein. Parce que ça va faire naître de la tristesse. Parce que tu t'imagines que tu devrais être avec cette personne, mais elle est pas d'accord. Bon, voilà. Un stoïcien arrive et te dit, t'es sympa, mais ça dépend pas de toi. On respecte la liberté de l'autre. Lui ou elle, il t'aime pas, c'est pas grave. Toi, tu peux continuer à l'aimer, mais n'attends pas de réciprocité. Et c'est parce que ça, ce serait une illusion. Voilà. Et donc, en fait, tu peux être heureux en aimant quelqu'un qui t'aime pas. Mais il faut pas rester avec, parce que là, c'est la misère après. Et ça, Spinoza te le dit. Il y a les bonnes rencontres et les mauvaises rencontres. C'est un peu binaire, hein. Mais parce qu'il y a des rencontres mixtes. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est-à-dire, si tu parles d'amour, en amour, dans une vie amoureuse, parfois, il y a quelqu'un qui te fait du bien, mais qui en même temps te fait du mal. Et donc, si c'est dans un rythme, quelqu'un te fait du bien, ok, et puis il te fait du mal, mais tu espères qu'il va te refaire du bien, etc. Donc tu restes. Donc si ça te convient, pourquoi pas, mais combien de temps ça va te convenir sans te détruire? C'est ça la question à se poser. Donc la question que te pose Spinoza, c'est au fond, tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi, ce qui augmente ta puissance. Et c'est pas une question morale, hein. C'est juste une question de composition de rapport. Il y a quelqu'un qui détruirait quelqu'un d'autre, va aider quelqu'un d'autre à se construire. Un aliment qui n'est pas bon pour toi peut être bon pour moi. Et réciproquement. Le même aliment, si tu en prends trop, va devenir un poison. Boire de l'eau, c'est nécessaire, mais c'est une torture aussi. Si tu fais boire trop d'eau à quelqu'un, tu le tues. Donc, tu vois, c'est une question de dosage, des rencontres. Voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu de Spinoza, parce que le lire, c'est très compliqué, donc on est obligé de passer par des... Il est très difficile à lire, parce qu'il écrit ça un peu comme un géomètre, donc c'est mathématique, ça ressemble à du latin. Au départ, c'est du latin. Donc, c'est compliqué à lire, mais tu peux prendre des petits morceaux. Il dit chaque être a sa perfection propre. Voilà, donc ça veut dire que c'est pas la peine d'imaginer que tu serais mieux si tu étais quelqu'un d'autre. Ce sera jamais le cas. Chaque être, tant qu'il existe, est aussi parfait que nécessaire pour exister. Et il dit l'homme n'a pas besoin de la perfection du cheval. Donc, faut pas se comparer à un autre être d'une autre espèce. Chacun a sa perfection propre, mais tu peux la développer. Et la développer, c'est par exemple en comprenant, parce qu'en fait, l'esprit est une puissance extraordinaire, et il n'y a aucune limite à ce que peut comprendre l'esprit. Donc, on gagne quelque chose effectivement à lire, à discuter, à converser, et puis ensuite à faire des rencontres. On rencontre des théories, on rencontre des gens, on rencontre des êtres, on rencontre des paysages. Il n'y a aucune limite à la joie qu'on peut développer en rencontrant le monde. Voilà. Avec des dangers aussi, voilà. Donc faut doser, il faut se promener. Ça colle bien aussi. C'est pour ça que j'ai choisi au final, peut-être, ou c'est lui qui m'a choisi, mais avec ma philosophie qui est de dire que justement, le fait d'habiter le monde, tu parlais d'augmenter, il parlait d'augmenter la puissance, sa puissance personnelle. En fait, tu augmentes ta puissance lorsque tu comprends des choses, et comprendre des choses, c'est justement vivre des expériences, c'est lire des choses, c'est avoir des conversations, c'est habiter réellement le monde. Donc j'avoue que ça me plaisait pas mal. Et après, sur cette notion d'illusion, je fais juste une parenthèse sur le sujet, mais c'est assez amusant parce que quand tu tombes amoureux, si t'as le coup de foudre, très souvent, en fait, t'as fantasmé une personnalité à l'autre sur des petits indices, que ce soit physique, comment elle s'est tenue, quel visage elle a, comment elle s'est habillée, etc. Et puis les 2-3 bribes de conversation que tu as pu avoir avec elle. Et donc là, tu échafaudes toute une personnalité qui en réalité est plutôt une projection de la personnalité idéale que tu aimerais qu'elle porte plutôt que la réalité, donc une full illusion. Et cette full illusion te donne l'impression qu'elle est parfaite pour toi, et donc toi te donne envie d'exprimer une illusion de toi-même qui va correspondre à ce qu'elle attend. Donc au final, toi, t'es pas vraiment toi-même, et puis elle est pas vraiment telle que tu l'avais imaginée. Et donc quelque part, de part et d'autre, ça démarre sur un mensonge.
Et puis après 2 ou 3 ans, quand justement tout ça tombe un petit peu en éclat, tu vois la personne telle qu'elle est. Et c'est un peu comme si on fait une analogie avec la montagne, tu partais du sommet, puis qu'ensuite tu faisais que descendre. Et donc, une vision de l'amour intéressante. Non, parce que moi, du coup, j'ai fait l'inverse. D'une manière générale, je suis jamais vraiment tombé amoureux, tu vois, ou eu cette notion de coup de foudre. Toi, tu dis pas qu'on tombe amoureux, tu dis qu'on descend amoureux. Voilà. Et donc moi, je suis plutôt parti du bas de la montagne. Ouais. Et puis, à chaque fois, j'ai monté un peu plus haut. Et avec ma femme, je l'aime un peu plus chaque jour. Et j'ai l'impression qu'on continue à monter sur ce sommet. Et je suis vraiment parti du bas, entre guillemets, étape par étape. Et voilà, ça fait 9 ans que je suis avec elle et les choses, elles se sont fait lentement. D'ailleurs, je dis que c'est ma femme, mais on n'est même pas mariés. Et peut-être qu'on se mariera l'année prochaine, tu vois. Et voilà, j'aurais épousé... marié au sens de Spinoza. J'aurais épousé après 10 ans. Et d'ailleurs, si j'ai envie de l'épouser, c'est pas tant parce que je crois aux valeurs du mariage, mais c'est parce que pour moi, c'est une façon de symboliser le fait que j'ai envie qu'elle soit... officiellement l'associé de ma vie parce qu'on est intriqué dans plein de choses, on travaille ensemble sur certains sujets et puis même dans une logique financière, tu vois, le fait de me dire que tout ce que je construis et qu'elle construit contribue à faire rayonner notre famille. On a construit ça ensemble, on crée un patrimoine et puis j'ai pas envie qu'il y ait des considérations financières de calcul de part et d'autre qui entachent tout ça. Et je pars du principe que si on doit se séparer un jour, eh bien, le fait de faire 50-50 sur ce qu'on a construit ensemble me paraît normal. De la même façon que quand je crée une entreprise, si j'ai un associé au début et qu'on a des parts à 50-50, eh bien, lorsqu'on la vend, eh bien, on partagera. Voilà, donc... Mais voilà, tout ça pour dire que c'est aussi s'inscrire dans une forme de temps long. Je me suis pas dit, ah bah tiens, j'ai envie de me marier, donc il faut vite que je trouve une femme. Et puis quand j'aurai trouvé, vite je me marie, et puis après vite je fais des enfants. Je pense que c'est aussi chouette d'avoir sans cesse de nouveaux projets et puis de pas avoir... spécialement besoin ou envie de brûler des étapes. Bref, c'était une parenthèse. Je voulais rebondir sur un autre truc que tu disais qui était lié à cette notion d'hyperspécialisation. Tu disais qu'aujourd'hui, notre autonomie liée à nos connaissances est beaucoup plus réduite que celle de nos ancêtres. D'un autre côté, c'est grâce à cette hyper spécialisation que là, je peux passer du temps à enregistrer un podcast avec toi parce que je ne dois pas m'occuper de faire pousser les tomates qui vont me nourrir ce midi. Donc, je pense que l'hyper spécialisation a plein d'effets positifs parce qu'elle permet à chacun justement d'aller beaucoup plus profondément dans ses zones de génie. Et d'un autre côté, moi, j'aime beaucoup les pensées en arborescence, le fait de pouvoir faire des liens entre plein de concepts un petit peu éloignés. Et l'image que m'a renvoyée la société à un certain moment de ma vie, c'était que la curiosité était un vilain défaut, qu'il fallait que je sois absolument focus sur ce que j'étais en train de faire, etc. Et donc, dans ces podcasts, mes auditeurs le savent très bien, mais je défends un peu cette vision généraliste. Pas généraliste dans le sens où il faut tout faire, mais plutôt dans le sens où j'aime bien cette notion de monopole personnel. Tu vois, le monopole personnel, c'est quelque chose qui est hyper spécialisé, mais qui est la réunion de plein de connaissances, de lectures, d'expériences de vie, etc., qui crée une intersection unique qui te correspond. Et j'ai la sensation que même s'il y a quelque chose qui relie tout ce que tu fais, là je parle de toi, dans tes travaux, notamment cette notion d'imagination dont tu as parlé, et ben pour autant, c'est dans des domaines extrêmement variés, où un coup, tu fais un film d'espionnage, un autre, c'est un biopic sur... je sais pas si on appelle ça un biopic, mais sur une histoire de vie, etc. Il y a un livre, c'est un livre de philosophie, d'autres, c'est des romans, certains qui font écho à des enseignements philosophiques de films. Enfin, je veux dire, ça part un peu dans tous les sens, et c'est génial, mais en même temps, tout ça, d'une certaine façon, a une certaine... cohérence, et cette cohérence, elle est tenue par cette logique de monopole personnel. Donc, comment est-ce que tu vois cette relation entre cette notion d'hyperspécialisation, qui en plus est d'autant plus dangereuse, à mon avis, dans le monde, je rajoute ce dernier petit élément pour aiguiller ta réponse, qui est que on est aussi dans un monde qui évolue plus en plus vite et qui va évoluer de plus en plus vite. Aujourd'hui, tu parlais des machines, mais avec l'intelligence artificielle, on est dans une forme d'hyper-concurrence parce qu'on est en concurrence avec les autres humains et on est aussi en concurrence avec des intelligences qui sont des machines.
Et donc, face à ça, si tu as un état d'esprit fixe, si justement tu t'hyper spécialises trop, à mon avis, dans ton domaine et que tu gardes pas cette volonté de te nourrir de nouvelles inspirations, etc., bah, tu n'évolues pas avec le monde. Et donc, le monde que tu as connu à 20 ans, il sera complètement différent de celui que tu connaîtras à 60 ans et tu n'arriveras pas à t'y adapter parce que tu seras en décalage vis-à-vis de celui-là. Ouais, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Alors, il y a deux, comment dire, il y a deux manières de répondre à ta question. La première, c'était une question un peu personnelle sur la diversité des activités, on va dire. Tu vois, tu fais un film, tu fais un livre, tu fais un roman, tu fais un cours. Alors, la variété, en fait, dans notre monde hyper spécialisé, se paye. C'est le prix de la liberté, mais ça coûte cher. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, dans le monde de l'édition, si tu es romancier, il faut sortir un roman tous les 2 ans pour être dans le cycle. Tu vois, tu as 1 an d'écriture, 1 an de promotion, en gros. Si tu sors de ce cycle, tu deviens invisible. Par exemple, moi, j'ai commencé par écrire des romans chez des éditeurs plutôt connus, mais aujourd'hui, quand les gens me rencontrent, ils savent pas que j'ai écrit des romans parce que c'était il y a longtemps. Tu vois, c'était en 2001, en 2005. Le dernier, il était plus récent, mais en fait, comme je suis sorti du circuit de la production de romans, quand je sors un roman, ça peut passer inaperçu. Tu vois, j'ai fait une bande dessinée l'année dernière sur Socrate. J'en referai peut-être pas. Là, je fais du cinéma parce que j'aime les histoires, en fait. Tu vois, le lien, c'est ça. J'aime l'imagination, j'aime raconter des histoires, j'aime partager des histoires, j'aime qu'on me raconte des histoires. Et donc, je circule, tu vois, un peu comme ça. Le prix à payer, c'est que, en fait, t'es pas identifié. T'es pas identifiable. T'es pas une marque. Et dans le monde d'aujourd'hui, en fait, on se tourne vers les marques parce que le jour où, je sais pas, quelqu'un veut adapter un roman de je sais pas quoi, un roman policier par exemple, bah tu regardes qui écrit que des romans policiers. Donc les ultra spécialisés l'emportent sur les non spécialisés, sur les dilettantes on va dire, ou sur les curieux, tu vois. Mais ce qui me console, j'ai lu ça dans un livre que je te recommande, qui s'appelle Range de David Epstein, qui est un ami au départ, pas un imitateur, mais quelqu'un qui était inspiré par Malcolm Gladwell, justement, qui fait du journalisme d'idées. Et il a écrit un livre qui s'appelle Range, qui est tout à fait passionnant. Et le range, c'est le spectre, tu vois, de tes activités. Et en couverture, sur le livre en anglais, il y a un trousseau de clés, avec beaucoup de clés. Donc, tu n'en as pas qu'une. Et il dit, voilà, l'hyperspécialisation, c'est intéressant, mais ça donne des profils, effectivement, un peu figés, qui peuvent être excellents. Tu vois, Tiger Woods, il a fait que du golf. Voilà. Et c'est un exemple qu'il prend. Tiger Woods, à 6 mois, il tient son premier club. Son père, là, il entraîne de manière monomaniaque. Ça devient un grand champion. Parce qu'il se trouve qu'en plus, il était fort. Donc ça tombait bien. Parce que si t'es monomaniaque sur un truc où t'es pas bon, ça sert à rien. Et puis de l'autre côté, t'as un autre modèle d'athlète, c'est Roger Federer. Roger Federer, il est arrivé au tennis très tard. Il a commencé il a fait du foot, il a fait du judo, il a fait je sais pas quoi. Il a peut-être même fait du piano, tu vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a un moment où la diversité de ses formations a développé une capacité d'adaptation qui fait qu'il joue au tennis d'une manière tellement particulière, comme quand je te disais tout à l'heure Zidane, en fait il a aussi fait du judo Zidane, il a pas fait que du foot, puis il a sûrement fait d'autres trucs aussi, parce que tu vois dans l'agilité, l'intelligence, bon, bref, donc il prend ça, David Epstein comme question, il dit est-ce que vaut mieux être Tiger Woods ou Roger Federer en gros, bon, sauf qu'il prend que des gens exceptionnels, et puis dans un truc physique. Après, il élargit un peu sa réflexion, il dit en termes d'inventivité, regardons les derniers prix Nobel. Donc, il regarde les derniers prix Nobel en sciences, parce qu'en littérature, tu es obligé de faire que de la littérature, évidemment. Mais en sciences, il s'est aperçu que les gens qui inventaient des choses extraordinaires, en tout cas depuis 20-30 ans, ont changé de domaine de spécialisation à peu près tous les 5 ans. C'est-à-dire que c'est des gens qui se sont dit, tiens, je faisais ça, je vais faire autre chose. Et puis je fais encore autre chose. C'est encore de la science, mais c'est un autre domaine. Et c'est en faisant ça qu'ils se sont mis à avoir des idées qui étaient transverses. Des idées qui étaient impossibles à découvrir s'ils étaient restés dans leur spécialisation, parce que l'idée est venue de faire un pont, de faire un lien avec un domaine différent. Et il dit, si tu appliques ça vraiment, si tu regardes ça de près, tu t'aperçois que souvent, les grands scientifiques sont aussi... exceptionnel, au moins dans un domaine athlétique. Tu vois, il y en a qui font de la montagne, de la haute montagne. Michel Serres faisait de la haute montagne, par exemple. Tu vois, t'en as d'autres, ils aiment courir. Mais courent, attention, ils font du marathon. Tu vois, ils courent pas juste pour se promener. Ils ont un truc d'excellence. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Quand tu fais ça, pendant que tu fais du marathon,
il se trouve pas que juste tu penses à autre chose. C'est le marathon t'apprend quelque chose que tu pourrais pas apprendre autrement. Et peut-être que, bizarrement, tu vas avoir une idée qui est liée au marathon que tu vas pouvoir appliquer dans ton autre domaine de spécialisation parce que tu as fait un lien tout à fait fortuit, qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Tu appelles ça monopole personnel, c'est intéressant comme idée. Tu es le seul à occuper la position qui peut faire le lien entre tel truc et tel truc. Je te prends un exemple. Il y a un film que j'aime beaucoup, c'est Master et Commander, avec Russell Crowe qui joue un capitaine de bateau de guerre, tu vois. Et il y a un médecin entomologiste qui étudie les insectes, qui l'emmenait avec lui en expédition. Et leur but, c'est de pourchasser un Français qui va plus vite qu'eux, parce qu'il a un bateau plus rapide, donc ils peuvent pas l'attraper. À un moment, ils laissent tomber, parce que le médecin est blessé, donc ils font un repos. Et il s'arrête sur une île. Et comme le médecin, il observe aussi les oiseaux, etc., il va se promener dans l'île avec un enfant pour récupérer des insectes. Et en cherchant des insectes, il tombe sur le bateau français qui est caché dans une crique. Tu vois, donc déjà, en cherchant quelque chose, tu trouves quelque chose d'autre. Mais c'est pas ça le point le plus intéressant, c'est qu'il revient, il dit au capitaine, j'ai trouvé le bateau français. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Et il dit, mais j'ai trouvé ça aussi. Il a trouvé un phasme. Tu vois ce que c'est un phasme ? Oui, tout à fait, j'en ai élevé. T'as élevé des phasmes ? J'ai fait beaucoup d'élevage quand j'étais jeune. Donc un phasme, explique-nous ce que c'est. C'est un insecte qui ressemble potentiellement à une feuille ou à une branche. Voilà, ouais. Et donc en fait, tu vois, celui qui a ramassé le phasme le montre au guerrier, on va dire. Il dit, voilà, regarde, ça c'est quoi ? C'est un insecte, mais qui ressemble à un bout de bois. Il dit, on va faire un phasme nautique. C'est-à-dire qu'il prend l'idée du phasme. Le mimétisme. Et il se dit, voilà, mon bateau de guerre, je vais le déguiser en bateau de marchand. Comme ça, au lieu de poursuivre un bateau de corsaires, je vais me faire attaquer par lui. Et au dernier moment, il croit qu'il attaque des marchands, il va se retrouver face à des soldats. Donc en fait, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait dans ce film ? Le personnage de Russell Crowe, le capitaine du bateau de guerre, il a appliqué aux techniques de combat naval du biomimétisme. Enfin, en tout cas, il a vu quelque chose dans la nature qu'il a utilisé. Et s'il n'avait pas eu à bord cet observateur de la vie des insectes, il n'aurait jamais eu cette idée. Donc, tu vois, je prends cet exemple pour répondre à ta question. Heureusement pour nous, même s'il y a l'intelligence artificielle qui se développe, l'intelligence artificielle, si tu observes comment c'est structuré, c'est simplement des corrélations. C'est ni des déductions, ni des analogies. Donc, c'est des corrélations. Ça veut dire que ça ne peut pas créer d'idées nouvelles. Ça peut compiler des choses qui ont déjà été produites et voir des corrélations. Donc, c'est un outil statistique, en gros. Et ça donne l'illusion que c'est inventif, parce que nous sommes inventifs, et que quand on nous montre quelque chose, on crée des liens. Donc, dans un monde où l'intelligence artificielle va se développer de plus en plus, l'espoir pour les êtres humains, c'est quoi ? C'est premièrement être capable, non pas de faire des corrélations, parce que la machine va le faire mieux que nous, mais faire des analogies, par exemple, entre le phasme et le combat naval. Prendre quelque chose dans un domaine et l'appliquer à un autre, ce qu'une machine n'aurait jamais l'idée de faire. Donc c'est ça, c'est faire des liens absurdes apparemment. Tu vois, en étant donc aussi curieux que possible, en allant voir quelque chose qui n'aura aucune application immédiate. Et c'est comme ça qu'on trouve des idées. Et la deuxième source qui nous distingue des machines, c'est l'émotion. C'est-à-dire que une machine ne ressent pas d'émotion, quoi qu'on en dise. Alors le jour où il y a un frigo avec de l'intelligence artificielle qui se met en dépression parce qu'il est vide, là tu pourras dire que l'intelligence artificielle sera humaine, au sens où elle ressentira des émotions. Mais il n'y a qu'un être humain pour ressentir de la dépression, tu vois. C'est-à-dire que nos émotions, même tristes, sont la preuve de notre humanité. Et ça, les machines ne pourront jamais nous l'enlever, parce qu'il n'y a aucun intérêt pour une machine à être triste. Donc il y a des choses que tu ne peux comprendre que parce que tu es un être humain, tu vois. Et donc le lien entre les émotions et les idées, les liens entre des idées qui viennent de domaines qui pour une machine n'ont aucun intérêt à être réunis, fait que c'est cette piste-là qui pour moi donne de l'espoir au fait d'être humain. Tu vois, et je pense que faut fréquenter ça. Donc s'il y a un message très concret à appliquer, c'est éviter l'hyperspécialisation, parce que vous serez toujours dépassé par une machine, évidemment, parce que les machines sont hyper spécialisées. Donc variez, devenez des généralistes heureux, curieux, et surtout vous avez un corps. C'est la différence. Une machine, elle ressent pas ce que peut t'apprendre un corps.
Quand Spinoza a dit on ignore ce que peut un corps, on peut ajouter on ignore ce que c'est le corps. Mais au fond, on le sait, puisqu'on en est un et qu'on le fait. Donc voilà, il faut faire confiance à ce qui vient du corps aussi. Tu vois, la marche quand tu n'as plus d'idées. Henri Poincaré, c'est celui qui a laissé son nom à l'Institut Poincaré, qui est un des plus grands mathématiciens français et mondiaux du début du XXe siècle, première moitié. Il raconte une histoire, il était sur un problème très difficile, et puis à un moment, il a lâché l'affaire et il est rentré chez lui. Et en mettant le pied sur la marche de l'autobus, il a trouvé. C'est-à-dire que c'est au moment où il a arrêté de chercher qu'il a trouvé, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on marche, quand on fait autre chose, quand on lâche l'affaire. On continue à travailler comme le bois travaille, comme les océans travaillent. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et je pense qu'on peut faire confiance à c'est même pas des processus, parce que c'est pas observable, tu vois. Mais nous, on en fait l'expérience. Donc je crois beaucoup à ça. J'y crois beaucoup aussi, c'est absolument passionnant. Si j'ai souri tout à l'heure quand tu as parlé des émotions et du frigo, c'est parce que j'ai vu un film complètement barré où ça se termine, un couple tombe amoureux de leur frigo connecté et ça se termine en plan A3 avec le frigo. Bref, c'était une parenthèse. On arrive au bout de notre échange, Olivier. J'ai pris énormément de plaisir à échanger avec toi. Est-ce que, pour conclure, tu pourrais nous faire un petit takeaway? Est-ce qu'il y aurait 2-3 key points que nos auditeurs pourraient emporter avec eux, des choses très concrètes qu'ils pourraient appliquer dans leur quotidien, changer un petit peu leur façon de vivre ou de voir le monde, de voir la vie? Voilà. Alors, j'ai du mal à me positionner en conseiller, mais ce que j'essaye de faire pour moi, souvent, c'est que j'essaye de penser contre moi-même. La première idée que j'ai, souvent je suis très séduit, très, très intéressé, et je me dis mais c'est intéressant aussi de penser contre soi, parce que dans le monde d'aujourd'hui où l'opinion est très valorisée, et on croit qu'il faut défendre ses opinions, moi je crois à l'inverse en fait. Je crois qu'il faut se méfier de ses opinions, essayer de penser contre soi, essayer de trouver des bonnes habitudes, mais aussi être capable de changer d'habitude, donc d'essayer, voilà. Moi je suis pour quand quelque chose de nouveau se présente, essayer de faire taire la petite voix qui détruit, et même si c'est tentant, parce que l'esprit critique, c'est l'esprit, mais se dire, tiens, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui est intéressant? Avec quoi je pourrais le lier? Voilà. Composer. Avec quoi je pourrais le composer? L'idée toute seule, peut-être qu'elle n'est pas intéressante, mais associée à une autre idée. Donc je la garde, voilà. Et c'est Rousseau. Moi j'aime beaucoup Rousseau. Je trouve qu'il écrit très bien. Je trouve qu'il y a une beauté de la langue. Je le lis pas tous les jours, mais il y a quelque chose de sa vie qui m'a beaucoup marqué. C'est qu'il n'a pas cherché à inventer trop vite. Et il dit voilà, j'ai commencé par faire un magasin d'idées. Et une fois qu'on se fait un magasin d'idées, à un moment, on ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui se passe en nous. Il y a quelque chose qui va s'inventer. Donc je crois beaucoup à ça. Je pense que la créativité, l'inventivité, les changements décisifs, je pense pas que ça se fait par volontarisme. Je pense que ça se fait par des toutes petites modifications. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre le japonais? Aujourd'hui, je vais apprendre un mot. Juste un. Si j'ai le courage, demain, j'en ferai un deuxième. Et puis, tiens, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Donc, je pense que tout est possible, que rien n'est interdit, qu'il faut essayer. Et voilà, et que c'est une chance d'être incarné. Incarné, c'est avoir un esprit, c'est avoir un corps. Donc, il faut s'en servir. C'est mon takeaway. Merci, c'était magnifique. Et donc, tu as nourri mon magasin d'idées avec un beau terreau de réflexion. Donc, encore merci à toi pour tous ces partages, pour cette conversation qui m'a beaucoup plu. Merci de ton invitation et de ta conversation. Merci beaucoup.